Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce petit live improvisé à l'arrache. Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce petit live improvisé à l'arrache. Et bonsoir tout le monde, bienvenue. On fait de la voiture en Belgique, donc on embarque Michel avec nous cette fois-ci. Et voilà. Et donc, bonjour à toutes. Exactement, je présente donc Michel, qu'on ne présente plus, Monsieur Michel Dufrane, le seul qui a une page Wikipédia ici. Il pèse dans le game, c'est un peu de le dire. Si on veut de la vue, il faut avoir Michel avec soi. Allez, après on a l'homme qui parle toujours avant d'être présenté. Mais bon, vu que c'est lui qui conduit la voiture, on n'ose trop rien dire. Sinon on finit à pied. Monsieur Philippe, le transborder. Exactement. Bonjour. Pour continuer, on a l'ami Ben, le coton-tige ludique. C'est son dernier surnom en vogue. Yes, ou l'homme charismatique, c'est selon. C'est Michel qui m'a qualifié tout à l'heure, donc bon voilà, c'est comme vous préférez. J'accepte les deux. Et puis et moi c'est Romain et je vais essayer d'animer cette affaire-là. Donc, si on est là, c'est pour discuter des nommés As d'or qui sont tombés il y a un peu plus d'une heure maintenant. On a de quoi faire. Alors, on va se concentrer, on vous le dit tout de suite, sur l'As d'or jeu de l'année, le jeu initié, le jeu expert. Mais l'un de nous quatre veut parler également des jeux enfants parce qu'il n'était pas loin d'avoir tout le pronostic dans l'ordre. Voilà. Ça vous va ? Allez, ça part comme ça, on est bien. Bonsoir à tout le monde sur le chat. Il y a vraiment quelqu'un qui s'intéresse au jeu et qui joue dans cette armade. C'est vrai. Il y a un mec qui fait son travail. Tous les jeux. Un mec qui fait son taf. Tous les jeux. Qui a au moins un peu d'éclectisme, qui ne se limite pas au jeu expert. Voilà. Quand tu auras un As d'or jeu de pli, t'inquiète qu'on sera. Imagine. C'est vrai, d'ailleurs, je me faisais là. Oh non, vas-y, on en parlera plus tard. On en parle après, sachant qu'en plus, je suis content dans la sélection, il y a des trucs intéressants. Ah. Alors, on commence par initier, ça vous va ? Allez. Alors, attends. Allez, initier. Je fais une petite transition. On dit un mot sur la conférence de presse dans son ensemble. Ah oui, c'est vrai, ouais, si tu veux. Eh ben, on peut commencer par ça, avec les chiffres. Tu les as, Ben ? Ouais, je vais les afficher tranquillement. Je vais récupérer ce que Michel m'a envoyé. J'arrive. Hop là. Tac. Ok. Tac. Donc, tac. Sur la conférence de presse qui a été vraiment courte, ils sont pas traînés en chemin, j'ai trouvé cette année. Ouais, c'est très short. Comme des... Ouais. Malgré la présentation finalement d'un nouveau partenaire important avec un espace dédié et tout ça, et bah ouais, de ouf. Et même en termes d'organisation, les arrivées et tout ça, j'ai trouvé que c'était bien géré et tout. Et par rapport à l'année dernière, il n'y avait pas d'éditeur qui était présent l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait Yellow qui était sur le plateau. C'était un peu c'était un peu bizarre. Et là, du coup, cette année, grosse différence. Effectivement, on a squeezé complètement la partie éditeur de jeu pour essayer de garder un petit peu de neutralité, ce qui est plutôt bien à mon sens. Et on a invité des partenaires, notamment la SNCF qui a présenté un espace dans lequel j'ai très envie d'aller. Et des chiffres. Moi, je serais dedans la veille. Ouais, et c'est pas que l'espace, moi, ce que je trouve intéressant, compte tenu de ce qu'est l'As d'or, parce que c'est ça qu'on va quand même un peu parler, c'est le fait que la SNCF annonce qu'en tant que partenaire, ils mettront à disposition des jeux dans les bars, dans les voitures bars, et ce genre de choses, et qu'ils vont faire la promotion des jeux dans les trains estampillés As d'or. Ouais. Donc je ne sais pas si c'est l'ensemble des jeux nommés ou s'il va y avoir des sélections, comment ça va se passer. Très hâte de jouer à Sankoré dans le TGV. Alors compte tenu des tables dans les bars, je pense qu'on sait déjà d'ailleurs qui va gagner. Oh, il y a pas mal de jeux qui peuvent passer dans un train, et puis alors ils ont aussi parlé du train couchette et tout. Non, ça peut être vraiment un truc cool, et surtout s'ils se lancent vraiment dans ce monde du jeu de société, pourquoi pas faire un partenariat jusqu'au bout et te proposer ta place au Fige avec ton billet de train inclus à un tarif préférentiel, quoi. Ouais, ce serait pas déconnant. À mon avis, très malin. Les prochaines étapes, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, on est sur la première année, il découvre. Mais... Voilà, ça s'installe, il va y avoir des tests. C'est vrai que c'est un bon projet. On le voit sur certains festivals de bouquins. Je reviens toujours avec mon univers premier, où effectivement, à une époque, des gros festivals qui distribuaient des bouquins dans les trains ou des nouvelles, enfin des trucs comme ça. Au moment du lancement des livres numériques, des liseuses et tout, la SNCF avait une collection spécifique qu'elle diffusait. Donc il y a eu plein d'opérations qui ont duré un temps. Mais au moment où elles étaient actives et soutenues, elles étaient assez efficaces. Il y a toujours un prix SNCF d'ailleurs. Oui, prix SNCF Polar, bien connu, donc dans le cadre de Quai du Polar par exemple.
En tout cas, c'est vraiment intéressant d'avoir ce partenaire-là et qui a l'air de s'investir dans le projet, donc c'est cool. On verra sur la durée. Hein. Là, pour l'instant, c'est tout beau, tout neuf, mais ça peut vraiment aller dans le bon sens. Et donc, ça veut dire potentiellement qu'il y aurait des jeux en vente dans les gares. Ça serait fort. Ça serait fort. Genre, tu achètes ton jeu avant de faire ton petit voyage et tout, tu achètes ta petite boîte d'Odin, et puis hop, c'est parti, tu joues avec tes voisins dans ton carré de 4. Ce serait énorme. Il va y avoir des jeux en vente dans les gares, quoi qu'il arrive, puisque les relais et autres appartiennent à des grands groupes. Ouais, donc ça finira par arriver. Aujourd'hui, ont tous des maisons de jeux, de la diffusion de jeux. C'est vrai. On les acheter la Gardère. Voilà, donc c'est le but. On est dans un moment un peu crucial où moi j'ai eu comme remontée récemment de la part de libraires qui m'expliquait que sur le mois de décembre, du fait que Hachette met quand même une vraie pression sur le jeu et la diffusion de jeux en librairie pour l'instant, durant le mois de décembre, 20% de leur chiffre d'affaires librairie a été fait avec du jeu. Énorme. Ouais, c'est une belle évolution. C'est pas rien. Donc on sent qu'effectivement la période cadeau était j'achète des livres pour tata, pour tonton, pour le gamin je prends un jeu, ou pour la famille je prends un jeu, enfin ce genre de choses. Et donc si tu rajoutes effectivement la SNCF qui joue le jeu, ça peut marcher. Et c'est en relation avec les chiffres que tu voulais évoquer, Ben, qui ont été évoqués lors de la présentation. Ouais. À quand un influenceur cheminot, hein? Les cheminots ludiques. Eh ben oui. C'est une évolution possible, ça. C'est bien sûr. En tout cas, effectivement, Michel, tu parlais des chiffres. Ça offre plein de possibilités, hein. Imagine des émissions, je joue dans le train, des trucs comme ça. Ah, mais n'empêche, effectivement, pour des émissions de radio, typiquement, des formats radiophoniques, tu pourrais effectivement faire des émissions je joue dans le train, ou en tout cas, je présente quelque chose qui peut s'adapter à un format voyage en train. Et donc ouais, c'est clair que ça pourrait être très intéressant. Voir un nouveau métier, animateur à l'intérieur d'un train avec des wagons spéciaux. Animateur ferroviaire. Il y a bien des wagons famille, donc franchement, carrément. On déconne. Tu fais un petit tour au wagon. Donc tu nous as sorti les chiffres, Ben ? Ouais, tout à fait. On a la diapo de chiffres qui est intéressante. Moi, je trouve c'est vraiment des bons trucs parce que je trouve qu'il y a toujours un petit peu de flou artistique au niveau des chiffres de vente de jeux de société. Tout le monde y va un petit peu de sa petite opinion en disant il y a 1000 boîtes qui se vendent, 1000 jeux qui se créent chaque année, 2 millions de jeux qui sont vendus chaque année, machin. Bah non, pas du tout. En fait, on apprend qu'il y a 34 millions de boîtes de jeux vendues en une année, qu'on est le premier marché des jeux de société devant l'Allemagne et devant le Royaume-Uni, ce qui est quand même à noter. Le marché. Européen, bien sûr, européen. En Europe, mais quand même. Devant l'Allemagne. C'est quelque chose, à mon avis, qui voilà, c'est ça. Bah moi, je m'attendais pas du tout à ça. Hein. On va délocaliser SN, mon pote. Hein. Bah, c'est clair, je pense qu'on devrait le ramener à la maison. Exactement. Non, mais en tout cas, voilà, c'est quand même intéressant que d'avoir ces chiffres et augmentation assez importante par rapport à 2023. On passe à 2,4% au-dessus. Donc, on voit que c'est en croissance, quoi. Je sais pas par rapport à l'année précédente ce que ça donne. Peut-être, Michel, tu as des chiffres de 2022-2023 ou tu peux le temps de les récupérer. Ouais. Par contre, ce que je trouve intéressant au-delà des chiffres, c'est que au moins, les choses sont claires. C'est-à-dire, on parle vraiment de business. Et ça, je trouve que c'est plutôt quelque chose de sain, d'une certaine façon. Ouais, oui. C'est qu'on n'est pas simplement dans de la passion, etc. Oui. On est là pour dire l'As d'or, c'est un label, et c'est un label business, de toute façon, au départ. Ouais. Donc, c'est vrai, t'as raison. Elle l'a accepté tout de suite quand elle a fait la présentation. Cynthia, j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, elle l'a dit tout de suite que c'était effectivement du business en première ligne et qu'elle allait présenter des partenaires commerciaux, très clairement. Effectivement, je pense que c'est bien que le milieu embrasse un petit peu ce côté-là et arrête de se cacher, comme tu dis, Philippe, derrière l'aspect juste pure passion, quoi. Et donc ouais, très chouette. Ça veut dire aussi que le côté artistique va peut-être en pâtir un petit peu pour un côté plus industriel, alors. Est-ce que c'est possible aussi ? je vois pas pourquoi. Enfin bon, c'est juste, on verra. On va vivre des montagnes russes pendant quelques temps, le temps que le marché s'adapte. Se stabilise. C'est ce qui s'est passé. Alors, les vieux on va revenir au monde du livre. Voilà, c'est ça. Les vieux habitués du forum connaissent mes arguments, mais on revient au monde de la BD, on revient au monde du livre, où à un moment,
tu vas avoir tout et n'importe quoi, on va se fader. Mais déjà maintenant, si tu regardes les sorties de cette semaine-ci, tu as plein de jeux qui n'intéresseront absolument pas les joueurs, mais qui visent les GSS et autres, avec des jeux de quiz, des jeux de mimes, des jeux de machin, des copies de Skijo et autres. Sur les 6 derniers mois. Voilà, et tout va se structurer, et c'est pas pour ça que la créativité va... Non, je parle pas de la créativité, je parle du côté artistique qui est mis en avant par certains auteurs. Il y a eu des débats comme quoi le jeu de société était plus proche de l'art que... Oui, tu auras de l'indé quand même, mais il y en a qui voulaient que le monde du jeu parte plutôt du côté artistique que du côté économique, industriel, et marché ouvert et grand marché, si tu veux. Aujourd'hui, on va pas reprendre le débat, c'est pas le thème, mais bon, quand tu reprends des boutiques, quand tu reprends les éditeurs, quand tu reprends les distributeurs, etc., et quand tu regardes un peu tout ce qui se passe en ce moment, ça reste du business. Puis ça, voilà quoi. Donc c'est important aussi pour tous ces acteurs de voir que le marché est florissant, que ça continue à évoluer dans le bon sens, et que ça reste un loisir qui reste un des premiers loisirs en France, voilà. Même si peut-être que le panier moyen a aujourd'hui peut-être diminué un peu. Il a diminué. On l'a vu avec Philibert. On a vu sur les jeux les plus vendus par Philibert que ça a baissé quand même. Non, attention. Non. J'ai entendu deux infos complémentaires. Le panier moyen ne baissait pas, mais était composé par plus de jeux. Ok, ouais. C'est-à-dire que le prix d'achat moyen baisse. Mais j'achète 4 jeux au lieu de 2. Mais que les gens, voilà. Exactement. Ouais. Et non, tous les éditeurs ont fait leur Skijo ces derniers temps. Tu as eu Décal, tu as eu Odin, chaque éditeur cherchait son Skijo à 100% en ce moment. Ils couraient tous après. Donc là, avec ce qu'on voit en nommé, c'est un peu ce qui arrive aussi. D'ailleurs, on va avancer, je vous propose. Ouais. On passe sur les initiés pour commencer. Tu veux les initiés ? J'étais sur les enfants. Je voulais aller dans le même sens que. On peut commencer par les enfants. On peut aller comme les enfants. Ouais, on peut aller comme eux. C'est ce que je me disais aussi. C'est bon. Allez, c'est parti. Là. Alors, on a 3 jeux. Alors, Michel, va falloir que tu me secondes surtout. On commence avec Opération Noisette. Un jeu 2. Oui. Tout est affiché à l'écran, normalement, Romain. Tout est affiché, normalement. Parfait, tout est affiché. Donc, on a Opération Noisette, Mimose et Sam et Éclair-Tout. Très clairement, il y a 75% du plateau là qui est complètement paumé. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que tous les ans, maintenant que j'ai un enfant à la maison, tous les ans, j'achète l'As d'Or enfant parce que je veux voir ce que ça donne. Et depuis 3-4 ans, je suis pas déçu et je continue à acheter dans la gamme les puzzles que tu as mis dans la boîte à la fin de ta partie. Là, je les ai tous et ça marche du feu de Dieu, quoi. Enfin, c'est génial. Mais voilà, à toi la parole, Michel. Ça reste toujours la problématique des prix enfants où tu as un grand écart entre des trucs pour les enfants plus âgés et des trucs pour les enfants vraiment plus jeunes. Je pense que les Éclair-Tout étaient à peu près annoncés par tout le monde comme figurant parmi les nommés. Ah non. Merde. On est en train de perdre la Belgique. Mince. Ah voilà. Alors, la Belgique a sombré. Michel s'est fait pirater. Donc, ok, très bien. Eh ben, écoute, merci Michel, très belle intervention. On va le récupérer un peu plus tard. On espère qu'il reviendra. Bon, pendant ce temps, pourvu qu'on perde pas de vue. Alors, qui veut parler maintenant ? Qui veut prendre la On va aller sur les initiés en attendant que Michel revienne, si ça vous va. Je pense que le message, on en discutait juste un peu avant, les Éclair-Tout, ce qu'on disait, c'est que pour des gens plus âgés, ça existait déjà, au moins le principe existait avec des livres qui avaient un système assez similaire et que même si le jeu en lui-même il a beaucoup de succès, finalement c'est pas non plus une révolution dans la mécanique à proprement parler, puisque cette mécanique elle existe déjà depuis déjà pas mal de temps. Ok. Voilà. Allez, on part sur les initiés pendant ce temps-là. 3 jeux. Si tu peux changer le truc. Donc, on a Chronologique, Johan Levet, Fabien Gridel. Là, par contre, il y a une particularité, celui-là. C'est la collaboration d'éditeurs. On a Super Meeple en collab avec Origame sur celui-là. Donc, ça fait du monde qui est content.
Harmony, que tout le monde annonçait plus ou moins, que des gens voyaient même peut-être même gagnant, de Joan Benvenuto, Maeva da Silva chez Libellude, et derrière Behind, que j'avoue je ne connais pas, de Cédric Millet, illustré par Maud Chalmel, Pierrot Lalune et Martin Wittberg chez Kiff Édition. Donc, je connaissais pas non plus, à vrai dire, Behind, et j'ai vu qu'il était j'ai vu qu'il était un petit peu dans les classements. Du coup, je suis allé regarder ce midi un Ludochrono dessus pour voir de quoi il s'agissait. J'ai trouvé ça un petit peu étrange parce que du coup, donc, il s'agit d'une sorte de puzzle à réaliser avec à la fois des éléments visuels qui vont ensemble, mais aussi des éléments en partie qui constituent une sorte d'énigme. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments visuels qui peuvent aller ensemble, qui peuvent s'imbriquer ensemble, et du fait d'autres pièces du puzzle, tu vas devoir imbriquer justement les pièces d'une certaine manière ou d'une autre en disant voilà, les chiffres doivent former des palindromes. C'était l'exemple qui était donné dans le Ludochrono, je dévoile rien. Mais voilà, en tout cas, c'était intéressant, mais je me pose la question, est-ce que c'est un puzzle ou est-ce que c'est un jeu de société ? Je ne sais pas. La grande classique. Je pose la question au chat parce que je suis assez novice dans ce genre de jeu, c'est pas du tout ma cam, et donc j'ai vu qu'il était très plébiscité, que tout le monde en parlait plutôt en bien. Voilà, Mister Sim dit c'est un escape game. De l'escape game, t'as vu ? Ouais, ben effectivement, donc. Non, mais c'est entre les deux, c'est pas un puzzle du tout, très bien. Donc voilà, moi la façon dont je l'ai perçu en regardant la vidéo du chrono, c'est que ça ressemblait à un puzzle, puisque à la fin justement on retourne toutes les pièces et on vérifie que le tableau qui est constitué est bien le bon, en fait, que tout est bien dans le bon ordre et qu'il n'y a pas de trucs qui sont complètement déraillés. Voilà, c'est une énigme à résoudre, plus d'un unlock que d'un puzzle, ok. Très bien, donc on est sur une sorte d'escape game en boîte qui propose, me semble-t-il, 3 scénarios, 3 tableaux à réaliser dans une boîte. Je ne sais pas s'il y a déjà plusieurs boîtes ou si l'objectif c'est d'en faire plusieurs. Mais en tout cas, ouais, c'est effectivement, voilà, je suis assez d'accord, on peut saluer l'originalité. Voilà, un puzzle avec des pièces carrées, oui, on peut faire un puzzle avec des pièces carrées, hein. Un puzzle, c'est juste un assemblage de pièces qui vont ensemble, quoi. Après, voilà. Appeler ça comme on veut. Tu les attribues tellement. C'est plus simple. Voilà, la boîte 2 est déjà sur les rails, donc voilà, effectivement, c'en est qui vont fonctionner par boîte, donc il y aura dans une boîte 3 scénarios et il y aura plusieurs boîtes à venir. Est-ce qu'on a le prix de ça, le chat peut-être, j'ai aucune idée. Encore le chat, quoi. Je sais pas. Heureusement qu'ils sont là. À mon avis, c'est avant que Michel nous quitte, c'est un peu dans la fourchette de ces jeux qui aujourd'hui sont plutôt plébiscités parce que par autour des 20 euros, à un prix qui doit pas être très 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 élevé. À mon avis, j'aurais dit 15-20 balles, voilà. Moi, j'aurais dit entre 20 et 30, moi, mais bon. 20 et 30 pour une petite boîte. Moi, je dis entre 10 et 40. C'est moins que ça. Comme ça, c'est réglé. Non, tu penses que c'est... ouais, je sais pas. Ouais, ok. En attendant, parlons de ce qu'on connaît. On continue avec Harmony. En plus, on a Johan, l'auteur, qui est dans le chat. Tu vois. Voilà, ça fait plaisir. Donc, celui-là, avec Ben, on le découvre à PEL il y a quoi ? Il y a 1 an et demi maintenant ? Oh, je dirais, oui. Ouais, c'est ça. Et on est tombé assez amoureux de ça, alors qu'on ne savait pas expliquer pourquoi. Parce que c'est juste beau et ça marche tout seul. Mais qu'est-ce qui fait que celui-là marche plus qu'un autre ? On n'arrivait pas trop à le dire. Et pourtant, à chaque fois, moi, je sais qu'à la maison, il marche à chaque partie où je le sors, quoi. Je trouve ça trop bien. Ouais, justement. Alors moi, j'ai pas mal rejoué depuis. Je l'ai beaucoup montré aussi depuis sa sortie pour voir un petit peu. Et donc, j'ai un petit peu changé d'avis sur le jeu. Je suis un petit peu passé à autre chose sur l'aspect envie d'y retourner et y ressort régulièrement parce qu'en fait, j'ai trouvé la découverte vraiment géniale. Le matériel est vraiment de très sympa. C'est très très bien illustré. C'est bluffant à quel point c'est beau, la boîte est incroyable, quoi. J'ai envie de l'accrocher au mur tellement elle est jolie. Maintenant, au-delà de ça, en termes de gameplay, j'ai un petit truc qui me... du coup, au fur et à mesure des parties, même à la première, on se l'était déjà dit qu'en termes d'interaction entre les joueurs, c'était quand même assez limité, très limité. Et c'est vrai que ça m'a...
plus j'en faisais, plus ça me frappait à quel point je jouais seul à ce jeu et à quel point je me foutais d'attendre les autres joueurs autour de la table qu'ils aient fait leur tour et qu'on puisse passer au mien, parce qu'en fait ça m'intéresse vraiment très peu ce qu'ils réalisent. Et c'est vrai que dans cette catégorie de jeu, du coup je me dis, au final, ça m'intéresse moins que celui que je considère au-dessus de tout dans cette catégorie qui est Acropolis, mais même d'autres jeux qui, à mon sens, sont plus interactifs, en tout cas qui font participer le reste de la table aux décisions. Là, j'ai vraiment trouvé qu'au final, on était très seuls. Ça convient bien à un certain type de joueurs. Il y a des joueurs à qui je l'ai présenté qui ont vraiment beaucoup accroché, et ça m'étonne pas du tout que Romain t'aime bien ça, mais c'est vrai que pour moi je suis un petit peu passé à autre chose, et c'est vrai que je suis revenu en fait sur Acropolis, et depuis que l'extension est sortie je suis encore plus revenu à Acropolis, mais je trouve ça je trouve que c'est beaucoup mieux sur tous les aspects, et sauf sur l'aspect visuel. L'aspect visuel est incontestable, là je crois que il gagne dans toutes les catégories, mais voilà, pour moi je suis pourtant tu l'avais mis j'ai changé d'avis en jeu de l'année, pas en jeu initié, toi. Alors moi je l'avais plutôt mis. Alors attends, laisse-moi regarder. J'avais mis ça en jeu de l'année. Tu l'avais mis en jeu de l'année, toi. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, pour moi, il fait partie de la même catégorie qu'Acropolis, et donc en fait, j'ai eu du mal Acropolis, de le coller. Initié, non C'était un initié, Acropolis. Pas du Acropolis tout. Gagne le jeu de l'année. Jeu de l'année, 100%, bien sûr. Pardon. Et oui. Pour moi. Acropolis, jeu de l'année, c'était Faraway qui a gagné le jeu initié. Voilà. Et donc en fait, c'est pour moi, il rentrait plutôt dans la catégorie Acropolis que dans la catégorie Faraway. Maintenant, les lignes sont quand même assez floues autour de ces catégories. Oui. Je trouve qu'on est quand même très proche. Tout comme Acropolis aurait pu être initié aussi. Voilà. Je pense quand même qu'on est relativement proche, et que ça dépend un petit peu de l'année et de ce que le jury a envie de mettre en valeur. Donc voilà, pour moi, ça me choque pas qu'il soit là ou qu'il soit en initié. Ce qui est important, c'est qu'il soit nommé, parce que je pense qu'il a tout à fait sa place. Et, il le mérite. C'était celui qui a fait, à mon avis, l'unanimité. On l'a quasiment tous cité. Michel l'a pas mis. Michel l'a pas mis de ce que j'ai regardé, mais après, c'est Michel, on le connaît. C'est un jeu qui tient aussi sur la durée, parce que ça fait quand même un petit bout de temps maintenant qu'il est sorti. Il est là depuis quelques temps. Il est sorti à PEL ou au Flip de cette année, si je me gourre pas. Donc, plus de 6 mois et encore présent, c'est une belle perte. Même si après, on va voir que... après, on va voir qu'il y a des dinosaures. Il y a des dinosaures. Hein. Il continue à faire de belles perfs. Bon, moi, je trouve que moi j'ai pas joué autant que vous éventuellement de parties, mais j'en ai fait quand même pas mal, et c'est pas un jeu que je ressortirais tout le temps, mais j'aime beaucoup ce que ça représente, et pour nous. Clairement, on pense. Moi, de mon avis, c'est le jeu qui mériterait effectivement de ressortir comme étant le gagnant. Johan qui nous dit, il est sorti en début avril 2024, donc effectivement, belle performance, bien resté dans les bacs. Et il y a un T-Rex, donc effectivement, là, je pense qu'à partir de là, il y a un argument d'autorité. Alors, il y a un T-Rex. Je précise quand même, il y a un T-Rex qui est une carte promotionnelle et que tout le monde n'a pas eu, malheureusement. C'est une quête, ce T-Rex. C'est tout à fait incroyable, mais moi je l'ai, donc à partir de là. Tout va bien. Regarde. Un jeu avec des dinosaures, il suffirait qu'il fasse du surf et ce serait vraiment. C'est incroyable. Il y a 3 jours, il y a un mec qui postait qu'il avait fait plus de 150 heures d'impression 3D pour faire tous les animaux de la boîte, en miniature, pour pouvoir les poser et tout, plutôt que d'avoir des cubes. Enfin, il y a vraiment, c'est des jeux qui vont pousser les gens à aller encore plus loin, à le pimper à fond et tout. C'est le genre de truc qui me parle de ouf. Mais pour te dire, il tient sur la durée, et en plus, les gens veulent le rendre encore plus beau que ce qu'il n'est. Donc c'est que vraiment, tu as une communauté qui suit le jeu de près et qui est attachée à ce jeu-là, quoi. Et ça, c'est cool. C'est très juste, effectivement. Oui, c'est... Mais bon jeu, et il est à sa place. Il est à sa place, tout à fait. Il est tout à fait à sa place. Et donc, troisième jeu chronologique. Chronologique est le Paris début 1920. d'une... C'est ça, la première boîte au final. Première boîte d'une série. On va avoir plusieurs boîtes qui vont sortir les unes après les autres. On est sur de la déduction avec... alors la première, en plus, c'était en coopération avec l'Opéra Garnier de Paris, donc en plus c'est beau. Et donc il y a eu un meurtre, il faut retrouver qui et où, en fait une sorte de Cluedo, mais on va se balader dans le temps. À la base, tu pars sur une idée que c'est Cluedo parce que tu cherches un meurtrier, mais en fait pas du tout. Ça va être de la déduction, comme savent très bien le faire les 2 auteurs qui nous ont sorti Turing Machine et tout ce qui va avec, quoi. Voilà, on dit Turing Machine, il sourit de suite. Mais voilà. Et il a quelques particularités qui le font ressortir.
le fait que ça va être une série, donc ça c'est le genre de truc, t'as accroché à la première boîte, tu sais que ils vont le faire évoluer, il va y avoir des nouvelles choses, mais t'as la suite qui va arriver. Ce côté déduction, ce côté au final escape game et tout ça, c'est vraiment dans l'air du temps aussi. C'est un des trucs qui marche. Je trouve justement que ça fait, en fait, ça rentre dans la continuité de ce qu'on avait avec Behind, c'est-à-dire des petites boîtes. Enfin, là en l'occurrence, c'est plutôt une moyenne boîte, mais avec plusieurs scénarios dedans. Donc en fait, on se retrouve avec, tu fais effectivement, je pense dans Paris 1920, il y a au moins 5 scénars, mais je pense qu'il y en a plus. Je pense qu'il y a 3 scénars qui ont chacun 4 ou 5 chapitres, et donc il y a quand même il y a de quoi faire dans la boîte, honnêtement. Et donc je regarde. Et donc très très bien, très intéressant, et effectivement la sensation. En fait, tu disais. On pense que ça va être un Cluedo parce qu'il y a eu un meurtre, machin et tout, et en fait pas du tout. Je suis pas trop d'accord. En fait, un peu quand même, parce que justement, mais pour moi c'est ça qui est génial, c'est que c'est ça qui fait le lien et qui parle aux gens, et qui fait que justement ça marche aussi bien. C'est parce que les gens retrouvent cette sensation de Cluedo et de qui est-ce qui devait être, dans quelle pièce, à quel moment, et en fait on se retrouve à qui, dans quelle pièce, avec quel objet, et on retrouve exactement ce genre de sensation, et je trouve que ça marche exactement bien. Oui, c'est ça. Et en fait, le fait de le présenter comme un Cluedo, je trouve que c'est tout à fait juste, et c'est juste, enfin comme un Cluedo largement revisité, c'est tout à fait juste, et ça permet de faire la liaison vers des jeux de déduction de ce type-là, dont Johan et Fabien sont spécialistes, effectivement. Et est-ce que sa place en initié, pour vous, elle est logique ? Oui, c'est logique. Ouais. Oui, c'est logique. J'aurais pas su la mettre ailleurs. J'aurais pas su le mettre ailleurs. Donc, parce que moi, je l'avais mis en jeu de l'année, mais. Tu l'avais mis en jeu de l'année, toi ? Ouais. Ah, tu penses que moi, je pense qu'il y a quand même un petit peu, il y a une petite barrière quand même à l'entrée, légère, mais il y en a plus que sur Rodin, quoi, tu vois, par exemple, ou plus que sur Captain Flip. Il y a du matos, il y a de la mise en place, il y a quand même des trucs à faire avant de pouvoir jouer direct. Moi je pense qu'il est vraiment bien à sa place. Et on récupère, Michel, welcome back. Re-bienvenue. Est-ce qu'on a du son ? Merci. On a du son. On n'a pas l'image, voilà, bienvenue, ça va tout bien. Eh ben super. Écoute Michel, on a attaqué la catégorie initiée, donc on en était sur chronologique Paris 1920. On disait que c'était un Cluedo 2.0. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors oui, pour le vendre au grand public. Non, si tu tiens compte de l'évolution des scénarios. Ok. Je fais le Michel visuel, moi. Non, mais il est là. Et il est présent. Il est présent. Je suis le seul qui ne le voit pas. Et impeccable. Alors tout va bien. Yes. Ouais, dans l'évolution des scénarios, parce que qu'est-ce que tu par rapport à l'évolution, qu'est-ce que tu dirais ? Il y a un lien entre les différents chapitres d'un même scénar, même entre les différents scénars, puisque je crois qu'il y en a 3. C'est ce qu'on disait. Il y a 3 scénarios, 15 missions. 3 scénarios. Et 5 chapitres dans chacun des scénarios. Voilà, c'est ce qui me semblait. Ok, ouais. Voilà. Mais je pense que quand on dit au grand public, c'est un Cluedo, les gens imaginent de l'enquête. Donc, il faut trouver un meurtrier ou autre. Et pas de la déduction. Voilà, et pas la dimension déduction avec 3 paramètres à déduire ou ce genre de choses. Et donc, la première boîte est très Cluedo. Qui a tué le journaliste, il faut trouver. C'est ça. Ouais. Mais après, tu rentres dans des scénarios où se trouve le collier, puisqu'il passe de main en main, et ce genre de choses. Et je trouve que c'est moins Cluedo. Alors moi, dans la sélection, j'ai à peu près parlé de tous les jeux en téloche, donc j'ai eu des remontées d'un public dit généraliste. Ouais. Et il y a plein de gens qui ont un peu coincé à partir du moment où c'était plus qui a tué la danseuse, qui a tué ceci. Parce qu'il faut vraiment faire attention au contexte et à l'introduction des phrases de contexte. Et donc, je connais certaines personnes qui ont dit j'ai pas compris dans la deuxième boîte, je pensais qu'il fallait juste être seul dans une pièce. Ben non, c'est pas ça. Donc, par rapport à une sorte de Cluedo fini. Mais après, tu
tu peux le vendre en disant oui, c'est un jeu de déduction. Après, c'est bien parce que à la façon de Cluedo. Ça emmène, je trouve que ça emmène, il y a une progression en fait. Comme tu dis, effectivement, la première boîte, on est très très dans l'enquête et dans. En fait, pour moi, la partie déduction avec les 3 paramètres dont tu parlais, c'est justement, je trouve qu'il y a cette sensation de Cluedo avec c'est comme une sorte d'enquête 2.0 entre guillemets. C'est une enquête à laquelle tout le monde participe et où tu vas te servir des indices qui sont offerts par les autres, la moitié d'indices, on va dire, que tu obtiens par les autres joueurs. Et du coup, tu vas déduire ces informations-là. Mais quand tu mènes une enquête, tu fais pareil. Tu déduis, tu observes des faits et donc tu déduis qu'il était là à telle heure. Ok, du coup, forcément, il n'a pas pu être à cet endroit-là et ainsi de suite. Donc je trouve qu'il y a une progression, mais effectivement, ça monte en puissance, d'où sa présence dans la catégorie initiée, qui est justement bien justifiée pour moi. À voir ce qu'ils vont mettre dans les boîtes suivantes aussi. Parce que ça implique aussi, ce qu'on évoque ici, c'est une notion de longueur, du fait de ton apprentissage. Non, de longueur en termes de ton apprentissage vient du fait que tu feras toujours tous les scénarios avec les mêmes personnes. Oui, d'accord, oui, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Ok. À titre personnel, chez nous, on a commencé. Oh non. Merde. Encore. C'est vrai, il nous laisse toujours il nous laisse sur des suspens incroyables. C'est là où c'est alors vous voulez la suite. Incroyable. Bon, est-ce que alors n'empêche, moi je remarque qu'il y a que Philippe qui l'avait mis dans son pronostic, pas dans la bonne catégorie, mais quand même, personne d'autre ne l'a vu. Donc bravo, bien joué. Mais en fait, je trouve, c'est toujours la même chose. Moi, dans ma réflexion, il y a même des jeux. Je pense que j'avais le choix sur beaucoup de choses. J'ai essayé de réfléchir un peu comme ils ont fait l'année dernière. Et je trouve que cette année, c'est de nouveau un peu la même chose. C'est-à-dire que dans chaque catégorie, il y a 3 jeux, mais 3 jeux qui représentent finalement des mécaniques qui ne se ressemblent pas. Oui, qui sont différentes. T'as raison. Et ça, je trouve que c'est intelligent comme façon de faire. Et donc, à partir du moment... Pardon ? Tu crois qu'ils ont réfléchi ? Oui, ouais, mais c'est vrai que c'est quand même. Non, mais t'as raison, c'est quand même intéressant. Même si au final, chronologique est quand même assez proche de ce que propose Behind, à mon sens. Même si c'est effectivement pas avec un système identique. Mais différent. Ouais. Mais c'est la grande mode aussi du moment, Ben. Tout ce qui est enquête, escape game, tout ça, c'est vraiment le truc qui est à la mode en ce moment. Je suis d'accord. Mais vraiment, il y a un truc qui ressort, c'est que depuis 2-3 ans, ce jury sort de plus en plus de jeux cohérents, de nommés cohérents entre eux et chacun à sa place. Et on verra pour les gagnants. Mais regarde, l'année dernière, ils nous ont complètement bluffé sur la Familia, par exemple. Donc, ils ont des vrais partis pris en plus, qui fait que l'As d'Or était, on va dire, moins intéressant pour les joueurs à l'ancienne comme nous, les mecs un peu underground. Ils se dirigeaient clairement vers le grand public et ils oubliaient les anciens, quoi. Et je trouve que là, depuis quelques années, ils se sont complètement repris et ils nous réintègrent complètement. Là, regarde, l'As d'Or est à peine sorti sur les réseaux sociaux. Je vois des sondages, des trucs de partout, des gens qui viennent te dire tel titre, c'est pas possible que ce soit pas dedans. Et un autre qui va arriver et te dire c'est pas possible que tu aies cet avis-là. Donc, je vois à nouveau des trucs qu'il y avait moins il y a 2 ans, par exemple. Non, c'est vrai que tout le monde a pratiquement vu Bombbuster dans par exemple. Et il y est pas. Et pour autant. Après, ils ont gagné l'année dernière. Ils repartent pour 10 ans de disette. Hein. C'est le principe chez Cocktail. Mais ils reviendront, ne t'inquiète pas pour après, Bombbuster, franchement, moi, je suis content qu'il soit pas dans la. Il faudra que tu rejoues. Parce que j'ai fait vraiment des soirées et des parties incroyables. Non, ce matos, c'est vraiment terrible. En fait, moi, je me suis arrêté au matériel. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé de ouf. J'ai tapé dedans, tout est tombé. On a dû recommencer, ça m'a énervé. Donc, du coup, voilà, c'est. Je suis à Corée, j'ai retourné la table, le jeu est tombé par terre. Immédiatement. Ça me fait penser à Fabien avec Babylone. Oui, non, mais en même temps, il a complètement raison. Hein, mais bon, bref. En tout cas, voilà. Je pense qu'on a fait un bon point sur Initié, Romain. Ouais. On avance sur les jeux experts. Ce que j'allais vous proposer. Alors, jeux experts, on a 3 jeux, donc encore une fois, comme d'habitude. Donc, on a Sankoré de Monsieur Lopiano et Monsieur Mangoné, illustré par Yann O'Toole chez Super Meeple pour la version française. On était chez Osprey pour la version anglaise. On voit déjà qu'il y a des gens qui aiment bien. On a Kutnaora. Alors là, je suis désolé. Normalement, c'est Michel qui devait sortir tous les noms.
Je vais pas m'aventurer là-dedans. Il y en a trop et je vais dire que des bêtises. On est chez Yellow en tout cas pour la version française, CGE pour la VO. Et on finit avec Daybreak, qui est chez CMYK pour la version originale, chez Asmodée pour la version française. C'est Monsieur Leacock qui nous a fait Pandémique avec Monsieur, j'ai noté Menapace, je sais pas quelle origine il a, donc j'ai peut-être dit une bêtise, et Mats Berg aux illustrations. Yes. C'est la première chose qui frappe sur ce jeu-là. Sur Sankoré, voilà. C'est Mandela Fernandez Grandon, hein, pas Pardon. C'est pas Nestor et Mangonet, voilà. Mais c'est ok. Ils travaillent régulièrement ensemble, effectivement. C'est vrai qu'ils ont confondu Daybreak et Shackleton. Voilà. D'ailleurs, personne de nous n'avait mis Shackleton. Je dois faire un mea culpa là-dessus. J'ai complètement zappé qu'il était là. Ce qui fait que je pense que je l'aurais mis sinon dans mes pronos. Ah, mais ouais. Moi, je l'aurais pas mis dans les pronostics. Je l'aurais pas mis dans les pronostics, mais par contre, très bon jeu, je veux dire. Mais est-ce que ça a le potentiel de gagner un As d'or expert? Moi, je suis pas convaincu. On est sur un jeu édité par des Français experts. Et c'est un truc qui est assez rare en fait. Depuis que le regretté, alors même si ils sont plus belges que français, mais depuis que Pearl Games a disparu, pour avoir un jeu expert édité par des Français, faut se lever de bonne heure, quoi. C'est vrai. Et là, on avait vraiment quelque chose, tu vois. Déjà, il est pas au diamant. Bon, il est à l'EGA, mais il n'a pas été au diamant non plus. Et donc, j'avais l'espoir quand même qu'il arrive sur ce petit. Encore une fois, si on suit la logique des trois jeux différents. Ouais, ils sont vraiment différents les trois qu'on a là. La logique voulait qu'il n'y ait pas obligatoirement trois jeux qui se ressemblent. Donc. Après, Après, il est à module et tout. Enfin, là, on est en train de parler du jeu qui n'est pas dedans. On va se concentrer peut-être sur les jeux qui sont dedans plutôt. On va commencer avec le dinosaure. Non pas toi, Philippe, mais Kutnaora, qui est quand même l'ancien dans le groupe là. Ouais, ça le tir gratuit. Vous avez dit que les dinosaures c'était cool. C'est un argument d'autorité, vous avez dit. Ça fait du sens, mais bon. Ça distribue des buffs. Et toujours est-il que Kutnaora, qui est vraiment chouette. Il y en a qui voyaient SETI. Le tout récent en finale de chez CGE, même éditeur, mais c'est l'ancien qui a pris le pas dessus. Moi, c'est un jeu qui m'a bluffé personnellement. Il est dans mes top 2024, perso. Ah oui, bien sûr. Non, mais très clairement. Il a un énorme défaut. Pour moi, il est 2023, tu vois. C'est pour ça que je l'ai. Parce qu'il est sorti. Non, mais parce qu'il est sorti. Il est sorti à SN 2023, mais c'est vrai que, moi, j'en ai fait des parties en 2024 et j'espère bien continuer à faire des parties régulièrement parce que le jeu est super bon. Mais je suis d'accord avec Romain, effectivement. Ouais. Et tu disais, Romain, il a quoi? Il a un énorme défaut, c'est qu'il y a écrit 2 sur la boîte. Oui. Qui est une énorme erreur en fait. Le jeu ne fonctionne pas à 2. Il est cassé, il est broken. C'est un 3-4. C'est pas grave, il suffisait d'écrire 3-4 sur la boîte. Mais du coup, c'est problématique parce que vu qu'il y a marqué 2, tu dois prendre ce 2 joueurs en considération si tu veux le classer par rapport aux 2 autres. En tout cas, ce serait dans ma réflexion personnelle. Moi, j'irais pas jusqu'à dire. Si je trouve un point faible au jeu, j'irais sur celui-là, par exemple. Ouais, j'irais pas jusqu'à dire qu'il est cassé à 2 joueurs. C'est pas tout à fait vrai. Il fonctionne. Enfin, il est clairement. Comme Bitoku fonctionne à 2, si tu veux. Il est clairement. Non, mais il est vraiment moins bon, mais il fonctionne. Après, moi, je serais plus sévère, par contre, sur le 3. Moi, je pense que Kutnaora, c'est un jeu qui est exclusivement... qui atteint son vrai potentiel à 4 joueurs, quoi. Exclusivement. Tout à fait. Parce que c'est là où l'imbrication, justement, des guildes et l'interaction du jeu révèle son potentiel. En fait, en dessous de ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que je trouve que même à 3, on a une fausse idée de ce qu'est vraiment le jeu, puisque du coup, on a des contraintes qui sont nettement moindres, on a beaucoup plus de liberté, et c'est pas représentatif de ce qu'est vraiment, de ce que doit être. Et en plus, dans ce que tu tires au départ pour savoir si t'es à 3, c'est plus déséquilibré. Il y en a un qui peut être avantagé par rapport à 4. Oui, sur les guildes que tu tires au début pour tes guildes. C'est vrai qu'à 4, c'est parfait puisque tu vas avoir des guildes en commun avec les 3 autres joueurs. Avec les 3 autres joueurs, exactement. Et ça se voit sur le score, tout simplement. À 3 joueurs, tu dépasses les 80 points, il n'y a pas de jeton 80 plus. Donc tu vois, comme quoi c'était. Enfin bref. Ça reste un excellent jeu quand même qui fonctionne très bien. Pour ceux qui ne savent pas trop de quoi ça parle. Alors, pour info, je vous passe l'info, Michel, il n'y a plus d'internet dans tout son quartier.
Donc du coup, on a définitivement perdu Michel. C'est fou ça. On sent les mecs sont synchronisés ou quoi? Attendez, qu'est-ce que c'est que ces conneries? On fait un live tous les 36 du mois et il n'y a plus d'internet depuis à ce moment-là. Et du coup, il vous demande platement de l'excuser pour le coup. J'espère que vous l'excuserez. Pour ceux qui connaissent pas du tout Kutna-Hora, très vite, un tout petit brief. On est sur un jeu, donc on va dans cette ville de Kutna-Hora. On va avoir une partie mine dans laquelle on va poser des tuiles pour avoir des majorités, récupérer des points. On va avoir une ville en elle-même où là, on va se poser à côté des autres et ainsi de suite. On définit les prix des terrains et tout ça. Et pour jouer tout ça, on a des cartes actions qui ont 2 actions sur chaque carte, une en haut, une en bas. Et donc, si vous jouez pour l'action du haut, une carte, bah, vous avez plus l'action du bas, sachant que vous avez 2 fois chaque action, sauf 2 actions spéciales. Et voilà, on construit la cathédrale. Et on construit une cathédrale à côté pour avoir des bonus au fur et à mesure. Enfin, voilà. C'est hyper interactif parce que cette construction de la ville, c'est où est-ce que tu te places par rapport aux autres et ainsi de suite. Après, il y a des scorings qui se mettent en place où tu vas regarder qui c'est qui l'a avec toi en commun. Enfin, tu cherches le scoring où tu es tout seul en fait et ainsi de suite. Bref, il y a plein de petites choses qui font qu'il marche très très bien. Ouais. Il a aussi des petits défauts à côté, mais il marche vraiment fort. Quoi. C'est très orienté éco comme jeu pour moi. C'est un jeu avec un marché de ressources qui est super bien pensé, très intriqué, avec que de l'interaction entre les joueurs. Et c'est pas un jeu trop long. T'as raison de souligner, effectivement, c'est un jeu qui, je voyais Boris dans le chat qui disait j'ai jamais dépassé 2h, 2h10. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que j'ai jamais joué en plus de 2 heures, à 4 joueurs. J'ai jamais joué en plus de 2 heures parce qu'en fait, il y a 5 manches et pendant une manche, effectivement, on va chacun faire 3 tours. Donc c'est vraiment pas Byzance. Donc en fait, le jeu est très restreint dans ce qu'il permet de faire. Vous allez faire 60 points en fait, faut envisager ça, vous allez pas faire des tas de trucs, mais par contre c'est des vrais choix et c'est un vrai enchaînement avec ce qui se passe avant votre tour, donc votre réflexion elle se limite pas à qu'est-ce que je vais faire pour développer mon petit moteur, elle doit impérativement prendre en compte ce que vos adversaires vont faire. Et ça je trouve que c'est quand même pas... Je trouve que c'est pas commun et tu disais ces 3 jeux qui sont très différents. Moi j'aurais mis un petit bémol quand même là-dessus parce que pour moi Kutna-Hora et Sankore c'est des jeux qui sont comparables dans leur interaction entre les joueurs et dans la proposition qu'ils font parce que c'est des jeux dont le scoring est très 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 interdépendant des autres joueurs. Il n'y a pas de construction de moteur en tant que telle. En fait il y a une construction de moteur qui existe dans Sankore mais qui est nullifié complètement si le reste de la table ne joue pas avec vous et on peut complètement annuler votre scoring. En fait, vous pouvez faire 0 points dans Sankore. C'est tout à fait possible. Donc du coup, tout en étant plutôt en avance, tout en étant bien développé et tout en ayant fait justement énormément de choses dans la partie, vous pouvez faire un score tout pété parce que vous n'avez pas contribué ou en tout cas vous n'avez pas misé sur le bon cheval entre guilleets. Vu le scoring qui est très très tranché, on switch sur Sankore, je sais pas si ça vous va. Vous voulez ajouter des... on a vraiment tout vu. C'est juste pour dire aussi que le système de changement entre guillemets de valeur des ressources, elle est plutôt très intéressante dans Kutna-Hora. J'ai trouvé ça très original au départ. Une seule ressource au final. Ouais, mais qui va changer en fonction de ce que tu achètes et de ce que tu vends. Donc c'est aussi un élément, je trouve, qui est très original dans la manière de pouvoir faire avancer les choses. Donc complètement. Voilà, j'aime beaucoup le jeu. Pour conclure sur Kutna, vous le trouvez tout à fait cohérent d'être là en fait. Il a tout à fait sa place. Il a sa place et c'est pas un expert. Il est en concurrence. Pour moi, il est en concurrence avec SETI en fait. Oui, je suis assez d'accord. Oui, je suis assez d'accord. Sa seule concurrence à ce moment-là, c'est lui ou SETI en fait. Pour moi, ça s'est joué entre les deux. Oui, tout à fait. Et pourtant, la proposition n'a rien à voir, mais effectivement, c'est 2 jeux qui sont édités par CGE et qui ont leur place. À mon sens, les deux avaient leur place. Franchement, moi, l'un ou l'autre m'allait parfaitement. J'ai mis dans mon pronostic plutôt SETI parce que c'était celui qui était plus récent. Ils ont préféré Kutna qui avait une proposition peut-être plus originale et c'est ce que j'allais dire. Voilà, et plus peut-être
voilà, plus différente du reste, on va dire, de ce qu'on avait déjà vu, même si Seti avait quand même quelque chose au niveau de la tension sur les ressources et d'être un potentiel de jeu un petit peu à bouclage, de jeu à construction de moteur, avec pas mal de contraintes qui ont fait le succès d'autres jeux précédents, typiquement Ark, Terraforming Mars. Pour moi, c'est des choses qui sont très comparables. Donc voilà, bon, peut-être qu'ils ont voulu proposer quelque chose de plus original à la place du très attendu. Voilà. En tout cas, c'est cohérent. Si on doit dire quelque chose là-dessus. Bon, très bien. Et donc, on enchaîne avec Sankoré parce que je sens que tu es au taquet là-dessus. Bah ouais. Et sur Sankoré, on est donc sur le plus gros des trois au final, le plus expert, le plus lourd. De très loin. Enfin, là, pour moi, il y a un gap énorme entre Daybreak, Kutna, que je mettrais presque dans la même catégorie, et Sankoré. Non, tu n'es pas d'accord, Philippe? Bah, je trouve que Daybreak, c'est encore en dessous de Kutna. Oui, c'est peut-être même encore en dessous, effectivement. Oui, c'est possible. Parce qu'il est coop aussi, il y a ce côté coop. Il y a aussi l'aspect coop. Mais attends, on y revient après. On y revient après. Pardon. Sur Sankoré, il a son point fort qui est également son point faible, de ce scoring extrêmement clivant, de ce scoring qui est hyper dépendant des joueurs. C'est-à-dire que si t'aimes pas ça, si t'aimes pas le fait que on peut te mettre le scoring dans les dents et que les autres peuvent dire bah toi tu feras pas de points, ça peut en rebuter plus d'un sur Sankoré. Après, il est hyper agréable, il est beau de ouf. C'est vrai que Vincent De Dienne le disait au truc que Yann O'Toole fait des choses incroyables. C'est vrai que Yann O'Toole a cette capacité à te rendre un jeu lisible d'une manière vraiment fluide et hyper simple, quoi. Enfin, tu regardes, t'as compris, quoi. Ouais, c'est marrant. J'ai eu des commentaires un petit peu qui allaient dans l'autre sens, où j'avais des gens qui citaient justement un jeu qui était très chargé et très assez lourd visuellement, malgré la clarté de l'iconographie amenée par Yann O'Toole, qui était quand même assez lourd, même sur la map. Il y a beaucoup d'endroits où agir, en fait. Il y a beaucoup d'endroits où agir, mais même le plateau, il y a quand même des énormes aplats de couleurs. C'est très vif, je veux dire. Il n'y a pas de choses qui sont bien segmentées comme on peut avoir, par exemple, sur un jeu de Vital Lacerda qui est aussi illustré et iconographié, si on peut dire ça, par Yann O'Toole. Et donc, je pense, voilà, effectivement, ça peut être too much pour certains, mais après, pour moi, ça reste vraiment très clair. Ça reste une référence atomique. Mais en tout cas, voilà, le jeu est chargé. À tout point de vue, visuellement, au niveau de l'icono, au niveau des règles, au niveau des... C'est pas des petites règles, mais il y a quand même un volume de règles qui est quand même assez conséquent. Les actions que tu peux faire à ton tour sont pas nombreuses, mais très imbriquées, très interdépendantes les unes des autres. Il y a notamment un cycle de ressources qui se fait qui est très Lacerda dans l'idée. Oui. Vous avez 4 zones, dont 3 qui sont interdépendantes l'une avec l'autre, qui vous permettent d'obtenir la ressource de la seconde, qui vous permet à son tour d'obtenir la ressource de la troisième, et ainsi de suite. Voilà, et une espèce de zone un peu... Sur tout le monde. Voilà, la quatrième est un petit peu au-dessus du reste et vous permet de récupérer des bonus en grande quantité à des moments très, très ciblés. Voilà, bon, en tout cas, je trouve que par rapport à ça, il a tout à fait sa place. Moi, j'étais très surpris et très déçu de ne pas le voir dans le Diamant d'Or, parce que pour moi, la proposition est à la fois très originale et très réussie, très aboutie en termes de développement. Moi, je trouve que il est clivant. C'est pas parfait, mais c'est presque... il est de retour. C'est vraiment très très agréable, quoi. Et donc, re-bienvenue Michel. Daybreak, il est de retour. Et donc, et voilà, il voulait parler de Daybreak absolument. Et donc, voilà, en tout cas, pour conclure sur Sankoré, pour ma part, moi je pense que c'est un des meilleurs jeux de l'année 2024, si ce n'est le meilleur, le plus qui coche toutes les cases, c'est celui qui doit gagner, quoi. Voilà, et alors c'est celui qui doit gagner, c'est pas celui qui gagnera. C'est pas obligatoirement celui qui va gagner. C'est pas celui qui va gagner, mais c'est celui qui, dans mon petit cœur, doit gagner. Oui. Voilà, c'est ça ma question. Ok. Michel, vas-y, parle. Dis tout ce que tu veux. On en est sur Sankoré, Michel. Je comprends tout à fait. On en a parlé. Sankoré, ça me semble indispensable qu'il soit là. Si même en étant As-d'or, label. Bah oui, indispensable. Si tu es un label As-d'or et que tu as une catégorie expert, tu dois aussi flatter les joueurs experts. Absolument. Quel est le meilleur jeu expert de l'année? C'était la question que j'allais dire. Est-ce que vous en mettez un autre de ce niveau de difficulté à cet endroit-là, à part Sankoré? Il y a quoi qui peut arriver là? Inventeur.
Inventeur, mais il arrive trop tard. Mais Inventeur, pour moi, est du même acabit en termes de profondeur, de difficulté, de voilà, à quel point on peut rentrer vraiment dans une couche de règles qui est costaude et tout ça. Alors, il y en a, peut-être que ça peut créer effectivement une sorte de désaccord, parce que les jeux de Shane Phillips étant tellement liés les uns aux autres par l'iconographie, par le travail autour de la thématique avec les 2 volets précédents de la trilogie du Sud, qui, à mon sens, crée une sorte de une accessibilité un petit peu illusoire, mais qu'on ressent, puisque du coup on a joué au précédent, qui en fait pour un joueur qui n'a jamais touché à la trilogie du Sud va paraître assez colossal quand même. J'ai fait jouer des gens Érudit, t'es énervé. Hein. Érudit, ce que j'allais dire, Philippe, Érudit aurait pu être sélectionné au final à la place de Coutin. Érudit aurait tout à fait pu Il aurait pu prendre la place de Sankoré. Absolument. Non. Alors non. Non. Non, Érudit est clairement moins original et c'est une moins bonne proposition que Sankoré, clairement, je pense. Même si c'est un jeu que j'adore. Mais je suis la logique de Michel, qui est il faut flatter le joueur expert. Je suis entièrement d'accord avec lui. Tu veux ramener les joueurs experts, ce que je disais tout à l'heure. Ils ont réussi à nous ramener vers l'As-d'Or grâce justement à la Familia l'année dernière, à Sankoré cette année, à des trucs comme ça. S'il n'y a pas Sankoré qui est sorti en 2024, quel jeu peut remplacer? Et il n'y a pas tant que ça, en fait, si tu regardes. On est un peu sur une année où il y a moins de gros jeux qui cartonnent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a moins de gros jeux qui s'imposent, peut-être, cette année. Il y aurait Seti, éventuellement, mais c'est 2 fois le même éditeur. Il y a Seti qui fait plus l'unanimité. Seti, ouais, qui fait quand même assez l'unanimité. Mais après, on n'est pas dans ce que décrit Michel avec flatter le joueur expert. Je trouve Seti, c'est quand même c'est pas facile, mais il est noté quasiment de la même façon sur BGG que Arc. Et à mon sens, Arc, c'était déjà un petit peu la porte d'entrée. Bah oui, non, mais je trouve, pour moi, c'est des jeux qui sont hyper comparables, qui ont un potentiel de rejouabilité qui est pas similaire, mais qui est vraiment dans ce même délire. J'ai presque les mêmes sensations en jouant à Arc qu'en jouant à Seti, parce que j'y retrouve vraiment plein d'éléments que j'avais adorés. Et du coup, mais je pense que c'est plus une porte d'entrée qu'une vraie façon de flatter le joueur expert qui va jouer du 4+ sur BGG, quoi. Voilà. Et donc, Michel? On a perdu Michel, je me disais bien. Non, mais vas-y. Mais j'avoue que je n'en vois pas trop. Je pense que Seti peut faire le. Attendez voir, je vais regarder l'As d'or, le Diamant d'or. 5 Corée. Ouais. Les 8 du diamant? Ouais. C'est facile. T'as Seti, Invention. Il y avait Invention. Alors oui, pas idiot quand même, il y avait Invention. C'est vrai qu'on l'a passé très très vite sous le tapis. Il y avait Invention quand même de Vital Lacerda, le Lacerda annuel. Moi, j'ai du Minos, t'as du Mennefer, mais ils sont pas encore dispo en VF. C'est pas des propositions qui méritent d'être dans un As d'or. En fait, Salton n'est pas encore là. Ouais, c'est en pareil. VF non plus. Donc tu vois, ils sont juste pas sélectionnables de base. Mais oui, s'ils étaient sélectionnables, oui, Mennefer, non. Salton, très très clivant, et la proposition est pas si folle que ça. Non. Minos, c'est hyper basique, j'ai trouvé. Non, mais c'est pareil. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'originalité dans ces jeux, en fait. Il n'y a pas de vraie création, de vraies propositions, à mon sens, qui justifient la présence dans un prix comme l'As d'or. Et c'est là où je trouve ça un peu dommage. Mais on y arrivera après avec le jeu de l'année, parce qu'il y a quand même un jeu là-dedans où je trouve qu'il correspond à ce truc de il n'y a pas une vraie proposition, et pourtant il est quand même là. Donc on en reparlera, mais enfin bon. Je pense qu'au-delà de la proposition, il y a quand même un facteur que moi je rencontre souvent quand je discute avec un public généraliste, et on voit que ce facteur-là s'estompe au fil du temps. Plus tu fréquentes des joueurs experts ou des joueurs habitués, c'est la interaction ou la confrontation. Ça. On voit quand même que dans les jeux, que ce soit dans Kutnaora, que ce soit dans 5 Corée, il y a cette volonté de je suis à table, je dois faire attention aux autres, car quoi qu'ils fassent, ça aura un impact sur moi. C'est très clair. Mais d'ailleurs, ça permet ce qui est en vraie rupture avec un diamant d'or, où là c'est l'inverse, c'est plus je contrôle, plus je serai à l'aise. Le diamant d'or, c'est de l'Eurogame, c'est du fichier Excel, vous pouvez Attention. Est-ce que Sankoré sort de l'Eurogame? Pour moi, on est quand même, sur une forme de limite. Oui, je comprends. Mais on n'est pas en dehors.
Mais tu peux comprendre que Sankoré n'ait pas eu que des votes à la présélection qui lui permettaient d'y arriver. Tout à fait. Même si, comme l'expliquait, mais je te fais des gros apartés, mais comme l'expliquait Dimitri, il n'y a pas un seul des présélectionneurs qui a les 8 jeux qui sont en sélection finale. C'est donc la preuve que les votes ont complètement explosé en fait cette année. Bien sûr. Ah bon. Le truc que disait Michel, ça nous permet d'avancer sur un jeu où il faut faire attention aux autres à table, avec un jeu sur lequel tu vas pouvoir même t'imposer aux autres à table avec des vrais. C'est-à-dire Pandémique, COP21. On est d'accord qu'à un moment donné, le proto avait ce nom-là. J'en suis persuadé. Si un jour je croise Monsieur Leacock, je lui demanderai. Donc on est sur un jeu coop, on est à la COP21 tout simplement. Il va falloir qu'on empêche la planète de mourir. Et donc tous ensemble, avec nos cartes, on va faire des actions, encore des actions. On va essayer de faire comboter tout ça, de se créer des moteurs. On a chacun 5 actions qu'on peut modifier, faire évoluer, améliorer. Et le but, ça va être tous ensemble d'éradiquer toutes nos pollutions industrielles, animales, les voitures, les poubelles, tout ça. Remplacer toute cette vieille production d'énergie avec le charbon, avec le pétrole et tout ça par de l'énergie propre. Et tout ça pour empêcher la planète tout simplement de suffoquer et que on en vienne à perdre la partie ou tout simplement mourir dans quelques années. Voilà la proposition. Après, on est sur un jeu, Michel l'a mis dans les commentaires, j'ai bien vu Michel, qu'avec des breaks, on était à la frontière de l'initié. Je te rejoins à 100%. Pourtant, j'ai essayé de me mettre une barrière dans ma tête, de me dire c'est coop, donc je trouve ça moins compliqué. Tu vois ce que je veux dire? C'était mon approche. Et malgré ça, j'ai vraiment l'impression d'être dans un pandémique. Alors, que ce soit, j'ai vu après que c'était l'auteur pandémique, mais à la fin de ma première partie, où le jeu nous avait roulé dessus, on a immédiatement enchaîné la deuxième, ce qui est un très bon point, ça c'est vraiment fort pour le jeu. Mais à la deuxième, on avait vu ce qu'il fallait faire pour que l'Asie arrive au bout de ses activités, pour que c'est pas le tiers-monde qu'ils emploient, eux, ils emploient j'ai perdu le nom. Si, c'est ça, je crois que c'est ça. Non, c'est pas tiers-monde, c'est une expression, c'est genre le monde... les pays en voie de développement, non? Les pays en développement? Non plus, c'est un néologisme. Mais je l'ai plus. Ils vont le trouver dans le. C'est pas Reste du monde, les amis. Ouais, non plus. Bref, on avait trouvé la manière de faire fonctionner chacun. La deuxième partie, c'est nous qui avons roulé sur le jeu. Et surtout, quand on a voulu en faire une troisième, j'ai tenté une expérience parce que je suis un joueur alpha et que je m'assume. J'ai fait mon alpha de base. Alors, ils m'ont tout de suite proposé de house rule le jeu et que chacun garde sa main cachée. J'ai fait non. Dans les règles, c'est écrit les 5 cartons sur la table. Et j'ai fait mon alpha de base. C'était infernal. C'est-à-dire que j'expliquais à chacun ce qu'il devait faire en permanence. En fait, tu joues tout seul. C'est-à-dire que là, c'est même plus de l'interaction, c'est que les gens te regardent jouer. Eux, ils sont au théâtre. Et toi, tu joues pour eux, tu fais tout. Et c'est tout à fait possible. Tu l'aurais pas fait avec nous. Si, parce que ça vous aurait fâché encore plus. Ce qui fait que j'aurais poussé encore plus le bouchon. Mais toujours est-il que c'est possible. Et je considère qu'en 2024, en 2025, pardon, c'est plus possible, en fait. On a inventé des Spirit Island et des Bomb-Busters pour que le jeu coop n'ait plus d'alpha autour de la table. Et là, il y en a un et ça me pose un énorme problème. Ouais, j'ai pas trop ressenti ça, moi. Mais ah ouais, moi j'ai fait qu'une seule partie. J'ai fait qu'une partie et enfin c'est bon quoi. Je veux dire, c'est pas voilà, je me force déjà à faire du coop, alors ça va. Mais non, mais enfin voilà, je trouve que c'est quand même. Moi j'ai pas vraiment ressenti cet effet-là, mais par contre effectivement j'ai joué tout seul. J'ai fait l'inverse de ce que tu disais, Romain. Moi je me suis pas du tout occupé de la table parce que vraiment ça m'emmerde d'essayer de trouver des combinaisons avec mes voisins. Et du coup finalement ça a bien marché quand même. Après effectivement on a eu du tirage de cartes et de dés qui allaient dans notre sens. Alors bon. Voilà. Le monde majoritaire. Moi, pour avoir échangé avec des gens qui ont joué pas mal, parce que moi, c'est pas le cas, ce qui ressortait de mes conversations, là, la dernière fois où j'étais en boutique, là, j'ai discuté avec Alex, il me disait qu'en fait, eux, ils ont roulé sur le jeu vraiment... et qu'il y a une possibilité de mettre des contraintes, si je crois. Oui, tu peux rajouter des contraintes à un joueur ou à tout le monde. Parce que franchement, au départ, ils ont trouvé ça hyper simple et ils ont rajouté quasiment toutes les contraintes pour commencer à trouver le jeu un peu amusant parce que auparavant, ils y retrouvaient pas leur compte, quoi. Bon, alors, je sais pas si c'est. Mais ça veut dire quoi? Que le jeu de base. Non, mais ils ont raison. Ils ont raison. Mais que le jeu de base est beaucoup trop simple. Moi, ce qui me pose problème
alors ça me pose problème, en même temps on s'en fout un peu, mais du positionnement de Daybreak en expert, c'est vrai qu'il faut des habitudes de moteur, d'interaction de cartes, de lecture de cartes ou autres, qui font qu'on a dépassé le simple carte de l'initié profilé As d'or. Cela dit, comme je suis un fou furieux, quand j'aime pas un jeu, j'aime bien le jouer beaucoup, pour essayer de comprendre pourquoi je ne l'aime pas. Parce que potentiellement, c'est un jeu qui médiatiquement a du vrai storytelling et que je pourrais présenter de façon très facile en télévision. Donc j'ai 10 parties à mon actif. Ah ouais, le mec s'est imposé des trucs. Hein. Voilà. Et moi, ça m'a rappelé les expériences qu'on a étudiées en éthologie quand j'étais en fac de psycho. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par insight. Donc, vous enfermez un singe, il y a des bananes accrochées au plafond, il y a un bâton dans la cage, il va sauter comme un con pendant 10 minutes, il va rien piger, il va se poser, il va prendre le bâton, il va taper, il va bouffer les bananes. Vous rajoutez un autre singe, tout de suite, il va lui montrer qu'il faut utiliser le bâton et taper sur les bananes. Donc, première partie, on se fait rouler dessus. Ouais. À ce moment-là, il y a l'insight en disant « Ah bah oui, mais alors il va falloir faire ça. » Deuxième partie, tu tues le jeu. Troisième partie, celui qui connaît le jeu, tu commences à mettre les nouveaux contraintes. Joueurs, l'alpha, ça s'impose. Tu dis « Ok, on va rajouter des contraintes. » Tu rajoutes des contraintes, mais ça reste la même chose. Tu arrives à je ne sais plus, c'était la 8e partie, où on ouvre, on reçoit notre pioche de cartes, et tout le monde se regarde en disant « Moi, j'y arriverai pas. Ok, on plie la partie, on en relance une. » Ah ouais. Ah ok. Ah bah elles vont vite tes parties, Michel. Effectivement, moi aussi je peux en faire 10 à ce rythme-là. Non, parce que tu sais. Une analyse de setup, mon gars. Voilà, non mais c'est ça. Tu sais très vite que si tu vas pas pouvoir échanger de cartes, que si tu as que des cartes qui vont s'écraser elles-mêmes ou ce genre de choses, il y a un moment ton tirage va pas t'aider et tu fais un tour et tu vois une fois que tu n'atteins, enfin il y a vraiment un petit point de rupture. Et tu dois atteindre ce point de rupture. Une fois que tu l'as atteint, tu roules sur le jeu. Et si tu vois que tu ne peux pas atteindre ce point de rupture, tu auras beau danser sur ta tête, le jeu aura toujours des coups d'avance sur toi et tu vas le subir, quoi. Ouais, tu le subiras. Et c'est là que je dis, ok, je trouve que c'est un très beau produit. Oui, il est beau, hein, visuellement et tout, il est beau. Et à l'intérieur de la boîte, il y a plein de choses incroyables. Il y a des infos sociopolitiques, tu peux te renseigner. Il n'y a pas. Il y a un site hyper bien fait. Dans la VF, tu n'as pas les QR codes et tu n'as pas accès à toutes ces informations-là. C'est le deuxième point. Tu as un site qui le gère. Alors ça va. Tu vas sur le site et tu as toutes les infos. Ouais, mais dans la VO, tu as un QR code sur chaque carte. Oui, tu t'envoies à la page exactement de la carte, quoi. Et c'est cool, en fait. Ça, c'était vachement intéressant. Parce que du coup, le jeu devenait en plus pédagogique. Il y avait un truc en plus, tu vois. T'avais pas juste après, le béton armé, machin. Si tu peux le faire par un biais détourné, bon, ça va, quoi. C'est ok. Voilà. Non, mais l'aspect pédagogique, l'aspect thématique qui est très actuel du réchauffement climatique, etc. C'est effectivement des thèmes qui sont très très porteurs. Bon, après, si finalement le jeu, au bout de 4 ou 5 parties, tu l'utilises plus, est-ce que c'est vraiment... Je pense que... Pour moi, c'est un pur jeu de ludothèque. Tu vois, enfin de médiathèque. Oui, c'est pas un jeu que tu as à la maison, c'est un jeu que tu prends à la bibliothèque. Vous y jouez de temps en temps, avec des équipes différentes, vous l'utilisez avec des gamins, enfin des ados, vous les aidez, ça sert à rien. Enfin, vos gamins sont là, il y a un joueur alpha, c'est pas grave, on réfléchit et autres, et vous avez un jeu de ludothèque. Si c'est pour dire, voilà, c'est un as d'or, tu arrives... je sais pas moi, Fnac ou autre, ou que sais-je, quel GSS, Cultura & Co, t'as un mur avec le label, tu dis, je le prends pour jouer chez moi et je vais faire des parties pendant 2-3 ans, comme j'ai fait avec les Aventuriers du Rail, Catan, Ark Nova. Non. Et ben, pour moi, tu seras déçu. Ça floppe, voilà. Donc, il a une durée de vie. Très beau produit, mais ludiquement, je trouve que, bof, voilà. C'est une jolie pub. Il a déjà le cachet du Spiel et tout aussi. Hein, donc, oui, bien sûr. Et puis, c'est une jolie pub. Et c'est tellement dans l'air du temps. Alors, il y a quelqu'un qui emploie le mot woke. J'irais vraiment pas jusque-là parce que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Que tu sois woke, pas woke, anti-woke, ce que tu veux. Le réchauffement climatique, il est pour tout le monde. Et ce jeu-là porte sur ce sujet-là. C'est juste que le sujet est totalement actuel. Et que actuellement, des personnes vont aller contre, d'autres pour. C'est juste qu'il emploie un thème très actuel, c'est tout.
Mais ils ont fait une très belle pose des choix. proposition, quoi. Ils posent des choix dans le thème. Hein. Oui, c'est ça, ils posent des... Oui. Non, ça fait quand même... Même si on n'a pas joué au jeu du pronostic, maintenant qu'on parle des 3 jeux, vous voyez qui? Moi, je verrais Kutna parce que pour moi, c'est le moins clivant, c'est le plus consensuel des 3. C'est celui qui fait le plus unanimité. Oh bah Dieu. Oh bah dis donc. Moi je trouve pas du tout. Moi je trouve que c'est presque le plus clivant en fait, Kutna. Non? Moi je le vois comme non. presque le plus... Sankoré, franchement. Ah bah moi je trouve que Sankoré il fait justement il a une forme d'unanimité dont n'a pas profité Kutna au départ, et par contre moi je pense que c'est Daybreak qui va gagner largos, parce que c'est un excellent produit et parce que de par quoi, voilà, parce que c'est un produit. Bien sûr. Ouais, mais on a récompensé l'audace l'année dernière, les gars, on peut pas faire ça tous les ans, hein, donc maintenant. Est-ce que tu veux que ce soit celui-là qui gagne, quoi? Non, mais jamais de la vie. Enfin, moi j'ai pas du tout aimé l'expérience, mais bon. Et toi, Michel? Moi je me pose une question, est-ce que de nouveau il serait pas en mode des autres As d'or, mais j'ai un peu l'impression que dans l'air du temps du oh là là, le jeu expert ça va mal, oh là là, on n'arrive plus à le vendre en magasin, oh là là. Il serait temps. Tu vois, un Sankoré privé. Ah mais alors là, be my guest. Pour montrer. C'est pas dur à convaincre. Hein. Pour montrer que l'As d'or est aussi à l'écoute de ce marché-là. Ouais, bien sûr. Et soutient aussi cette forme de création-là et se positionne comme tel. Ok. Je suis complètement d'accord. Je dis, politiquement, ça pourrait être intéressant. Donc, au fond, on verra. J'ai peut-être encore une petite interrogation, c'est le différentiel de prix de la boîte où un Kutna Aura est moins cher. Tu pourrais te dire que ça reste quand même un jeu expert, mais peut-être plus accessible à un plus grand nombre. Mais bon, il est moins cher que Sankoré, mais est-ce qu'il est moins cher que Daybreak? Oui, que Sankoré, j'en suis certain. Mais Daybreak, je sais pas combien il vaut. Daybreak, c'est pas donné, hein. Ah ouais. J'ai un gros doute sur le prix de Daybreak. Ne bouge pas, je fais quelque chose qu'on ne fait jamais. Je tapote sur mon téléphone. 55 € sur le premier site que je vois en ligne pour Daybreak. Oh, tu m'embêtes. Allez, s'il te plaît. Vas-y, maintenant que tu y es. Ouais, maintenant que j'y suis, je tapote. Je suis désolé, ça fout en l'air tout le live. On va rapidement passer sur le jeu de l'année juste après. Kutna 54, ça se joue de 90 centimes entre les deux. Tout pareil. Tu vois. Alors que Sankoré est à 70, à 70, à ma connaissance. Je crois bien, oui. Putain, tu fais chier. Tu vois, voilà. Carrément au-dessus en tarif. Allez. On peut s'insulter alors. Au début j'ai été poli. 60, 63, 65. Ok. Moi je pense MSRP 70. Il était à combien SN? Il était à 90 à l'époque. Faudra que j'arrête de me fier au prix SN, moi. Non. Je fais mal. Il n'était pas à ces prix-là? Non, t'exagères. Ok, d'accord. T'exagères fort, là. Ouais. Ok. Allez, un petit coup d'As d'or, là. On va sur le jeu de l'année. On part sur l'As d'or, jeu de l'année, donc la catégorie reine, hein, celle où c'est le jeu qui fait le plus parler de lui au final, parce que c'est celui qui s'adresse le plus aux joueurs de manière générale. Cette année, on a 3 nommés, que sont Captain Flip, de Monsieur Paolo Mori et Monsieur Kondagori, avec Benjamin Ocomte aux illustrations chez Playpunk, un tout nouvel éditeur, mais avec des gens qu'on connaît très très bien. Playpunk, hein, on est sur Antoine Boza et j'ai perdu son nom à Cédric, l'ancien patron de Repos. Oui. Bref, avançons. Le deuxième, on est sur Odin. Thomas Provost. Pardon. Thomas Provost. Le deuxième, on est sur Odin, Johan Gros, Hop S. Wang, Gary Kim. On est chez Helvétique avec Crocotam qui nous a fait les illustrations. Même le thème est justifié dans la boîte. Si un jour vous avez une boîte d'Odin, lisez la partie où je justifie le thème. C'est une histoire. Rien que pour ça vaut le coup. C'est une histoire. Ça vaut le coup. Je suis prêt à mettre 2 € dans le prix du jeu pour ça. Oui. Et le dernier, le tout nouveau, qui est sorti pour moi vendredi là ou vendredi d'avant, mais Michel pas plus. Michel disait le 17. 17 janvier. Ouais. J'ai vérifié, on me disait le 17, Maxime Rambourg, Monsieur Mafaillon aux illustrations, que j'aime beaucoup pour celle qu'il a faite sur Bunny Kingdom. C'est mon petit coup de cœur perso. Chez Repoprod. Voilà. 3 jeux, dont un, on n'appelle même plus ça un dinosaure, on n'appelle même plus ça un fossile. On est au-delà de ça, quoi. On est à l'époque du Big Bang. Captain Flip, c'est le début Captain 2024. Hein. Il est sorti la semaine après l'As d'or.
Il est sorti la semaine après. J'ai écrit personnellement à Antoine Boza, je lui demandais pourquoi le sortir la semaine après, alors que pour moi, il remplissait le cahier des charges de l'Asdor à la virgule près. Et le mec a répondu, parce qu'il sera l'année prochaine, t'inquiète. Non, il m'a répondu, nous on sort un jeu quand il est fini, tout simplement, ce qui est une réponse tout à fait logique. Je lui ai posé la question, est-ce que le Spiel est dans le viseur? Et j'ai pas eu de réponse sur cette question-là, mais à première vue, il y était parce qu'il a été sélectionné. Et un an après, il arrive à l'Asdor, comme quoi, quand t'es un très bon jeu, bien sûr. Et tu tiens la route quoi, jusqu'au bout. Tiens, allez, on commence avec celui-là. Pour avoir discuté avec lui aussi à Octogone, il me disait que il y croyait pas. Parce qu'il trouvait qu'il y avait pas mal de jeux qui étaient sortis et pour qui il avait beaucoup d'admiration. Et donc, il pense, lui, il se disait intérieurement s'il était nommé, ce serait top, mais il trouvait qu'il y avait quand même beaucoup de concurrents, entre guillemets, et je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir ce point de vue-là, quoi. Il n'était pas aussi sûr que ça de son fait, même si effectivement c'est un très bon jeu. Mais c'est surtout un jeu qui coche toutes les cases que doit cocher un Asdor jeu de l'année. Il est beau, il est simple, il s'explique en 10 secondes, il n'est pas trop cher, il est adapté pour tous les types de public. Enfin, c'est vraiment le jeu qui marche à la perfection, quoi. Avec un twist mécanique qui va te faire jouer des joueurs comme nous. On va pas s'ennuyer en jouant à Captain Flip. Et je peux y jouer avec ma mamie ou avec un gamin, quoi. Enfin, il n'y a aucun problème. Hein. C'est très très fort. Moi, je l'ai fait jouer en festival. C'est assez consensuel, hein, le nombre de personnes qui, que ce soit des gens non joueurs, des gens plus âgés, des enfants, ça marche vraiment très très bien. Michel, qu'en penses-tu? C'est la définition de l'Asdor. Ouais, on est d'accord. Hein. C'est le cahier des charges, quoi. Toutes les expériences que j'ai eues avec ce jeu, avec un paradoxe, c'est que quand je découvre le jeu, je me dis oui, ouais, ok, bon, et je peux pas m'empêcher d'y jouer, et je peux pas m'empêcher d'y revenir, et je peux pas m'empêcher d'essayer de faire des trucs, et puis t'aimes bien quand même toute cette petite excitation. Est-ce que je retourne, est-ce que je retourne pas? Non, vraiment, il marche. C'est un jour, un de mes fils fêtait son anniversaire l'après-midi, mais il était encore au sport. Un de ses potes arrive trop tôt. Et donc, je lui propose une partie de Captain Flip. Il comprend tout de suite. On commence à jouer à 2. Mon fils rentre. On commence à jouer à 3. Un de ses copains arrive. On joue à 4. On a laissé tomber l'anniversaire. Arrive. Ouais, je me retire. Non, mais c'est ça. Je me retire. Il continue à jouer à 4. Et ils continuent à jouer, et ils en refont encore une, et ils y vont, et ça crie, et ça hurle, et ça se charrie, et tout, et c'est la canonnière. Enfin, donc la canonnière. Voilà, c'est juste naturel. Maintenant, Michel a fait tellement de parties que quand il tire une vigie, il recommence. Il se dit, je vais pas y arriver. Michel a fait tellement de parties qu'il va te dire que sur la première édition du jeu, le revêtement des tuiles n'est pas tout à fait le même sur les deux faces. Wow. Ah ouais. Et que certaines sont un peu plus creuses. En tout cas, j'avais un punch qui est un peu plus creux. Le gars a poncé, quoi. C'est n'importe quoi. À tricher. Le gars a poncé. C'est un truc de dingue. Tout à fait incroyable. Bref, c'est fou, un jeu, tu lui trouves pas de défaut quand tu parles Asdor, quoi. Enfin, il coche tout, quoi. Ah ouais, il coche vraiment toutes les cases. Mais après, moi, je suis un peu... Enfin, par rapport à ce que tu dis, Michel, moi j'ai fait l'inverse. Au début, en fait, j'ai eu le truc de waouh, c'est vraiment ouf de faire autant avec si peu. Et par contre, par la suite, ça s'est un petit peu étiolé entre guillemets. Enfin, j'y joue avec plaisir, mais je n'ai pas du tout envie d'y retourner sans arrêt comme tu peux le décrire. Par contre, la première impression a été tout à fait incroyable. J'accepte une partie tout à fait volontiers, contrairement à Harmony, un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que je vais largement sur Captain Flip avec grand plaisir, mais pour le comparer à l'Asdor, pas celui de l'année dernière, mais celui de 2023, pour le comparer à Acropolis, ils gagnent tous les deux l'As d'or. Je vais sur Acropolis. J'arrête de faire de la pub pour Acropolis après, promis, j'arrête d'en parler, mais je veux dire, j'y vais. Acropolis, je peux y aller vraiment spontanément et le proposer à tout le monde. Celui-là,
beaucoup moins. Je trouve ça sympa, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire 5-6 parties d'affilée? Moyennement. Et en général, si, parce que tu enchaînes les plateaux, en fait. Tu veux tester les autres plateaux, tout simplement. À chaque fois que je le sors, nous, on fait tous les plateaux, en fait. Donc, du coup, tu fais 5 parties à chaque fois, en fait. Enfin, bref. Ce qui offre une flexibilité, ces histoires de plateaux, c'est que tu peux avoir de la mini-extension comme Acropolis. Ultra facile. Les choses et tout. Tout à fait. Donc, c'est là que je dis c'est aussi un produit qui est très très bien profilé pour durer. Pour durer, ouais. Mais enfin, tour de force d'avoir tenu un an pour arriver là, quoi. Rien que pour ça, déjà, c'est alors cool. là, moi, j'espère vraiment que c'est Captain Flip qui gagne. Franchement, là, Ah ouais. Alors attends, on va finir de regarder les autres parce que dans le chat, ils sont pas d'accord avec moi et avec parce que ils sont d'accord avec moi. On n'est pas d'accord. Est-ce qu'on a tous mis Captain Flip dans l'As d'or jeu de l'année? Oui, j'étais en train de regarder. Voilà, c'est celui sur lequel on est absolument tous d'accord, quoi. On passe le deuxième en vitesse parce qu'on a moins de trucs à dire, mais au moins on l'a. Enfin, il faut qu'on passe dessus quand même. For a Crown. Donc, je sais pas, Michel, toi tu l'as, donc peut-être tu peux. Je te jette dans la panade complet. Vas-y, fais-toi plaisir. Non. Alors moi, je suis très content de le voir là pour 2 raisons. La première raison, c'est le retour de Repoprod aux affaires. On l'a eu cette année avec un excellent jeu qui était dans ma shortlist, mais que j'avais pas mis dans mes pronos, qui est Fairy Rink, qui fonctionne très bien, je trouve. Pas joué. Tant en termes de matériel que de mécanique, mais peut-être un petit peu plus compliqué à expliquer, je ne sais pas. Et ici, il y a ce For a Crown qui renoue avec les jeux d'ordures. Ce jeu intrigué et consort, où finit la bienveillance, on peut se charrier, on peut se vanner, on peut mentir sur ce qu'on a dans son coffre. On peut ça s'appelle Sankoré chez Ben. On peut piquer la carte qui intéresserait les autres et tout. Et je trouve ça très intéressant de retrouver un jeu d'ambiance qui est un jeu de plateau et pas simplement des cartes ou voilà. Donc, ça permet de voir que tes enfants me détestent à première vue si je lis le chat là, en vitesse. Donc, ok, d'accord. Non, c'est comme ça. Belle expérience. Qui a vraiment du matériel avec cette mécanique un peu intéressante qui est quand même ce deck building collectif. Et donc, tu vas générer des effets qui vont persister, mais qui apparaîtront dans un ordre aléatoire, avec un deck qui va gonfler. Donc, parfois, ton achat va dépendre de ce qu'il y a déjà dans le deck, parce que tu sais que machin va en permanence te cibler avec des ratons laveurs, donc tu vas mettre des trucs qui vont t'avantager, toi, pour dézinguer les ratons laveurs, enfin, que sais-je, ce genre de choses. Donc, je trouve ça très retors et vraiment... c'est à essayer tout ça. C'est vraiment essayé. Ça me fait penser à That's Not a Hat, tu sais, le jeu qui arrive vraiment un peu comme un cheveu sur la soupe dans l'annonce, c'est-à-dire que personne ne le voit arriver parce qu'il est trop récent. Et ça le met au centre du game et tout le monde le joue après. Et That's Not a Hat, ça marche très bien, par exemple. Ça fonctionne hyper bien. Voilà, et donc, faut essayer For a Crown maintenant pour se faire. De toute façon, il faut se faire une idée, c'est le minimum. For a Crown, excellent pour les barrageux, je suis persuadé. Ok. Excellent pour les week-end jeux, les trucs entre potes où ça a pas peur de se mettre un peu sur la gueule. Voilà. Ou les dîners en famille avec la belle famille. Mais avec cet avantage par rapport à d'autres jeux où ça chouine, c'est qu'ici tout le monde est sur le même pied, à savoir que tout le monde va finir ruiné ou globalement parce que tout le monde va taper sur tout le monde en permanence. Ok. Courtisan le faisait un tout petit peu aussi. Alors oui, mais j'allais exactement prendre le même exemple. Je disais, c'est peut-être pas comme courtisan. Ou courtisan, tu peux frapper sur un mec pour le dessouder et tu sais qu'il gagnera jamais de toute façon. Ouais. Ah oui. Non, rappelle-toi, Romain. Oh. Ici, vu que tes cartes, l'effet de la carte va arriver lors du dépilage. Parfois, tu vas te souvenir que si tu cibles Ben, mais que ses cartes à lui ne sont pas encore sorties, tu sais qu'il va se venger sur toi. Donc, il y aura peut-être intérêt à viser Romain, parce que ses cartes à lui sont déjà sorties. C'est la basique, celle-là. Oui, mais je trouve que c'est fondamental dans l'équilibre. C'est pas un truc où tu te dis juste, on va taper sur Ben aveuglément et mes cartes auront pas d'effet. Là, tu es obligé d'équilibrer la chose, quoi.
tu es quand même obligé d'équilibrer la chose. Ok. Et je trouve ça intéressant. Et je trouve ça intéressant dans un contexte famille où traditionnellement, papa ou maman sont toujours ciblés et tout. Il y a un moment où il va falloir quand même balancer les choses parce que... falloir payer. Voilà, il faudra payer, puis j'ai une grosse cible dans le dos à partir du moment où je veux trop cibler les autres. Donc, en tout cas, ça donne envie d'essayer. Ouais. Ça donne envie d'essayer au minimum. Est-ce que j'ai une question quand même. Est-ce que Michel, tu penses qu'il a sa place ici? Oui, j'allais demander aussi. Ouais. Bon bah voilà. Oui. Ça a été court et concis. Je pense qu'il a tout à fait sa place, avec peut-être un petit point d'interrogation, c'est le nombre de joueurs. Ah, il faut du monde. C'est quoi? C'est 3-5 sur la boîte? Ouais, mais je suis pas convaincu qu'à 3, ça doit être fun. C'est ce que dit aussi Sindel dans le chat. Non, elle dit warning pour les susceptibles, elle parle. Mais ok, le nombre de joueurs. Donc c'est plutôt un 4-5, quoi. 4 minimum, ouais. Je dirais 4 minimum quand même. Ok, intéressant. Et donc on finit avec l'As d'or, Odin, petit jeu de cartes de défausse tout simplement. Si l'As d'or devait mettre du jeu de pli, on n'en est pas très loin avec ce petit jeu de défausse. C'est vraiment un jeu extrêmement malin. Odin, ça marche hyper bien. Alors, c'est pas hyper beau. Moi, j'accroche pas trop à la DA. Le thème, on s'en fout royalement, mais c'est un jeu de cartes, on en a rien à secouer. Mais il fonctionne tellement bien, ce Odin. Ça marche du feu de Dieu. Raconte comment ça marche vite fait. Ouais. Tu dois défausser un chiffre plus grand que celui qui est au centre de la table. Et à ton tour, tu peux jouer soit des cartes de même couleur, soit de même chiffre. Et donc, avec ça, tu dois faire un chiffre qui est plus grand que ce qu'il y a au milieu de la table. C'est-à-dire que si tu mets un double 9, j'ai beau avoir un double 8 dans la main, je pourrais pas le jouer. Puisque 88 est plus petit que 99. Il faut que je joue plus grand. Et donc, voilà. Et le but, ça va être de vider ta main le plus vite possible en faisant ça. Et quand tu poses au centre de la table, sur ce que tu recouvres, tu en récupères une, en fait, dans ta main. Et tu la places où tu veux, et ainsi de suite. Mais Odin, vraiment, petit format, petit prix. Mais ça marche tout de suite et tout seul, quoi, en fait. Et pour moi, il avait sa place à cet endroit-là, parce que l'année dernière, tout simplement, il y a eu Trio. Et que comme Trio, ça se sort en 2 minutes sur un coin de table, dans un bar à jeux, dans une asso à la maison, et tu fais ta partie d'Odin très rapidement, parce que les règles sont expliquées en 30 secondes, je viens de le faire, et que tu t'éclates autour de la table, quoi. Dans le train, celui-là, dans le train, il marche tous les jours. Ça, c'est vrai. S'il y en a un qui doit être dans le train, c'est celui-là, tu vois. Mais voilà. Je trouve qu'il y a un élément qui est intéressant dans Odin, qu'on a aussi beaucoup pratiqué ici. C'est que c'est un jeu qui crée à un moment une sorte de tilt, de lueur chez les joueurs casus, donc qui découvrent le jeu, avec cette notion de il faut toujours jouer plus fort, ok, mais il y a un 9, qu'est-ce que je peux faire? Si tu joues 2-1, ça fait 11. Et là, il y a un premier tilt en se disant les cartes associées ne s'additionnent pas, enfin c'est pas du Uno, ce genre de choses. Tu crées un chiffre avec les deux côte à côte. Tu crées ton chiffre avec tes côte à côte. Et puis il y a le deuxième tilt qui apparaît au moment où tu leur rappelles que quand tu joues tes cartes, tu dois récupérer une carte. Donc au début les gens le font un peu n'importe comment, ils disent les mains ressemblent à rien. Et lentement mais sûrement, tu vois qu'il y a quand même une vraie progression chez des joueurs qui n'ont pas l'habitude. Il n'est pas basique en fait. Il y a vraiment quelque chose à réfléchir à ton tour. Tu vas pas jouer bêtement. Celui qui joue bêtement peut pas gagner. Il faut vraiment choisir le moment où tu joues et la carte que tu récupères et ce que tu vas en faire. Et il est malin. Un autre élément malin, c'est que tu peux passer ton tour sans pour autant être éliminé du jeu. Et donc revenir. C'est un soft pass, ouais. Et donc il y a plein de petits éléments comme ça qui posent des mécaniques qui sont présentes dans des jeux plus initiés ou plus avancés, mais qui restent hyper accessibles, puisque le but, c'est de vider sa main. C'est du Uno, hein. Voilà, et c'est du Uno. Et il y a aussi ce moment, le nombre de fois où j'ai vu des partenaires de jeu éclater de joie parce qu'ils arrivaient à vider leurs mains. En une fois, il y avait le gros coup qu'ils préparaient, ça se produit et tout. Donc il y a ces gros coups, il y a tous ces coups frustrants, ce truc que tu prépares et tu n'y arrives pas. Et donc je trouve que c'est vraiment un jeu qui se sort facilement, qui s'explique facilement, mais qui a toute une série de strates de jeux. Sans être trop compliqué non plus. C'est ça. C'est Scout en plus simple.
parce que ta main est pas figée dans Odin, je sais plus. Non, ta main est pas figée. Hein. C'est ça. C'est ce que va proposer dans pas longtemps le nouveau de chez Cocktail. C'est pour ça que je suis un peu triste pour eux, parce que en fait, on peut pas comparer que Odin et Scout et Scout. Parce qu'on est chez Voiture et Ludique et qu'on aime les jeux de pli, on est obligé de rajouter les Nana Toridori, les Hachi Train et toutes ces choses-là. Et donc Django aussi qui va bientôt arriver chez Cocktail. Et malheureusement pour Django, il y a Odin qui est arrivé et il y a Odin qui est maintenant sélectionné. Et j'ai vraiment peur pour Django du coup, tu vois. Quelque chose à dire, Ben ? Ouais. Je vous ai laissé encenser un peu tout ça, donc maintenant je vais démonter un peu le jeu parce qu'il faut remettre un peu l'église au milieu du village. Non, sans rien. J'ai pas forcément de gros reproches à faire à Odin. Je trouve que c'est un jeu qui marche bien, effectivement. Je vous rejoins un peu sur ce que vous avez dit. En revanche, je trouve qu'il n'a pas du tout sa place ici parce que c'est pas une vraie proposition. Parce que comme tu dis, c'est une proposition qui est très similaire à Scout, à Nana Toridori, à Cheat Train, presque à Caro Combo, à plein d'autres jeux de ce style-là. Et ça me dérange franchement que ce jeu-là soit à l'As d'or jeu de l'année et pas un loose, par exemple. Parce que moi aussi, je voudrais bien qu'il y ait du pli. Et je trouve que la proposition qui est faite dans Loose, qui a été superbement rééditée par Yellow, et ben je trouve que malheureusement... Alors, je sais pas si c'est plus complexe. Pour moi, il y a ce que tu décris, Michel, le truc de le tilt des joueurs qui se fait exactement de la même façon dans Loose, et je m'amuse beaucoup plus à Loose, et surtout, je trouve que c'est une proposition qui est vraiment originale, alors que là, en fait, on a une ressucée d'une mécanique qu'on sait qui fonctionne bien. Je remets pas ça en cause, ça marche très bien, c'est très efficace, on aime, on apprécie jouer tout ça, et ça roule. Le problème, c'est que on a déjà vu ça, c'est pas nouveau. Pas du tout. C'est pas une vraie proposition, à mon sens, qui doit figurer dans le classement de l'As d'or. Comment ? Trio, c'est Nana, tu vois, donc c'est... Trio, c'est Nana, mais attention, c'est une vraie réimplémentation du jeu. C'est-à-dire que là, on a pris le jeu Nana, littéralement, et on l'a appelé Trio. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pas une réimplémentation de Scout, ni de Caro Combo, ni de Nana Toridori. Non. C'est pas du tout la même chose. C'est un jeu à part entière qui exploite une mécanique qui est déjà largement exploitée, et en plus de façon bien meilleure. Je préfère largement un Scout qui va certes plus loin. Ça va beaucoup plus loin, mais par contre, au moins, il y a un Scout jeu... est plus complexe. Vraiment complet. Voilà, il serait plutôt en initié, mais il y a quelque chose de vraiment complet. Là, je trouve que Odin, en fait, je sais pas combien de parties vous avez fait, mais moi, j'en ai fait 4-5. C'est bon, quoi. Spontanément, je vais pas le proposer. Je vais proposer beaucoup plus facilement Nana Toridori, qui propose un vrai dilemme si on a ce petit truc de est-ce que je reprends une carte ou pas, que là, en fait, où, au final, pour moi, ça s'aplanit complet. Quand je propose Skull King, tu proposes Savage Ball. T'es trop loin. Non, Nana Toridori, je trouve que je vais pas trop loin parce que je trouve que c'est tout à fait raisonnable et c'est dans la même catégorie que Odin, je trouve justement. C'est ça, que Django dans pas longtemps qui va être là aussi. Et que Django, voilà, probablement. Mais bon, en tout cas, je voulais pas. Un jeu auquel j'avais pas pensé quand j'ai fait la sélection un peu en réfléchissant, mais qui aurait pu peut-être trouver sa place, c'est Deux pommes, trois pains. Ah oui, il y avait ça dans l'idée. J'y avais pensé. Je crois que je l'ai vu effectivement quelque part, mais bon, alors là, on est vraiment sur de l'expérience éphémère plus. Hein. Là, tu joues 2-3 fois mais et c'est ciao. The Mind. Ouais. Attends, vas-y, Michel. Alors, pour rassurer Ben, je n'ai fait que 57 parties d'Odin, donc je trouve que avec plein de publics très différents. Tout ce temps perdu, Michel. T'aurais pu jouer à ça encore et combien de fois? On la recommence. Mais ce que j'aime bien dans Lose, c'est la dimension physique du jeu. En ouverture, tout le monde cherche et tout. Il y a un côté création d'énergie autour d'une table que je trouve très intéressant. Mais pour Deux pommes, trois pains, moi, j'ai l'impression que le jeu pâtit du fait que c'est un jeu de découverte. That's Not a Hat, c'est pas un jeu de découverte. Je trouve que That's Not a Hat, tu le tiens plus sur la longueur, tu y reviens. Oui, je suis quand même d'accord. Oui. Même si tu joues, tu l'offres en fait. Ouais. Que sur Deux pommes, trois pains, c'est. Oui, c'est ça, c'est un cadeau, c'est un truc. Tu le fais un peu, c'est marrant, on a essayé, boum, je le passe à quelqu'un ou je l'offre le temps d'une soirée. C'est très instantané. J'ai moins l'impression. C'est ça. J'ai moins l'impression que c'est un jeu qui va tenir sur la longueur. Et je me posais la même question pour cet autre jeu dont la DA a changé
qui maintenant m'échappe. On a tous 5 cartes des animaux avec des prédateurs. Oui, Prey Another Day. Qui est aussi une proposition. On l'avait aussi dans ma sélection, celui-là. Ouais. Tu l'avais mis? Je suis pas là, mais je l'avais dans mes jeux que j'avais. Dans ta shortlist, quoi. Dans ma shortlist, ouais. Moi aussi, je l'avais en shortlist, et avec ce doute. Dépendant des joueurs. Où j'ai des parties extraordinaires, des gros moments de rigolade. Je suis assez d'accord. Des moments où c'est Ouais, Après, Prey Another Day, je pense qu'il aurait pu, peut-être que. Et d'ailleurs, je trouvais. Alors, pour revenir sur l'histoire de la proposition, je trouvais qu'il aurait beaucoup plus sa place que Odin en tant que vraie proposition originale, en l'occurrence. Mais effectivement, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas trop instantané? Je sais pas trop, quoi. Mais en tout cas, bon. Moi, je trouve que parmi les 3 jeux qui sont là, Odin n'a vraiment pas sa place. Et j'aurais vraiment apprécié qu'il soit remplacé par quelque chose de vraiment nettement plus original. Qu'est-ce que j'avais mis dans les propositions? J'avais dit quoi? Il y avait Link City qui pâtit un peu de son matos, effectivement. J'en discutais un peu avec Lily tout à l'heure. En fait, c'est vrai que le matériel de Link City est un peu aberrant. C'est dommage. Alors, le matos d'Odin, tu t'arrêtes tout de suite. Les cartes sont pas slivables et c'est du papier à cigarette. Ouais, c'est du matos affreux. de merde. Non, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, c'est peut-être plus flagrant. Link City, la couverture est dégueu quand même. Oui, voilà, mais en fait, le problème, c'est que. Non, sur Link City. Non, mais c'est vrai que le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, on a l'impression que c'est une sorte de thème Windows en jeu de société. C'est un peu dommage parce que le jeu est vraiment bon. Je trouve qu'il se crée vraiment quelque chose quand on y joue. Et il y a une vraie émulsion de la table et tout ça. Et ça crée une rigolade qui est difficile à générer, je trouve, dans un jeu un petit peu coopératif comme ça, qui n'actionne pas des mécaniques un peu type jeu d'ordure que tu mentionnais tout à l'heure, Michel. Et je retrouve un peu ces sensations-là, je trouve, dans Link City, où ça rigole franchement, quoi. C'est vraiment des trucs, et puis ça part un peu, voilà, un peu de mauvais goût, un peu de, en fonction du public qu'on a, ça peut tourner d'une manière ou d'une autre. Je trouve que ça. Non, la rigolade c'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu es dans un coop mais sans alpha, c'est parce que c'est impossible, d'une certaine façon. Ouais. Et ça peut partir dans le graveleux et le mauvais goût, comme ça peut être, à la limite, ça peut être très soft. Presque du débreak, avec une vraie réflexion sociopolitique sur comment on organise l'urbanisation. Comment on agence la ville. Vu que vous êtes là-dessus, je vous lance en vitesse. S'il fallait placer un 10e jeu dans cette liste, c'est-à-dire le jeu qui n'est pas sélectionné, vous pouvez le mettre dans la catégorie que vous voulez, c'est-à-dire qu'il y aura une catégorie à 4 jeux. Quel jeu vous voulez rajouter, Ben? Vas-y, je te plaise. N'importe quelle catégorie, et pourtant c'est vraiment pas, c'est pas du tout ma tasse de thé. Non mais je veux dire, je ne saurais pas dans quelle catégorie la mettre. Qui est le grand absent en fait? Altered. Je pense que Altered aurait dû se trouver dans la sélection parce que c'est une vraie passerelle vers un autre genre qui est le TCG, et je trouve qu'il y a une vraie proposition intéressante. C'est pas du tout mon style, j'ai joué quelques parties, ça m'intéresse pas du tout d'en voir plus parce que c'est pas mon délire. Par contre, ça fait un pont entre le TCG et le jeu de société, et ça marche vraiment. Je trouve que c'est tout à fait réussi comme lien, comme liaison, et juste pour ça, il aurait mérité, je pense, d'être dans la sélection. Peut-être pas gagner, mais d'être dans la sélection. Non, mais en 10e jeu. Philippe, un 10e? Je vais pas l'enlever, je vais pas redire Altered, puisque je l'avais sélectionné aussi, et pour moi, c'est aussi pour son originalité, parce que des TCG, il y en a quand même des... Il y en a 4 ou 5 qui dominent en ce moment, mais il y a des kilos, beaucoup, mais je trouve qu'il a une offre qui est quand même assez originale. Et puis, il y a un petit côté... Quel jeu tu rajoutes, du coup? Cocorico. C'est une bonne question, parce que j'avoue, comme ça, de but en blanc, je pense que si je devais rajouter un jeu, moi, j'aurais rajouté Bomb Buster que j'aurais bien vu dans une des sélections. Ouais. Ok, je comprends parfaitement. Il est aussi dans le chat, j'ai vu Bomb Buster. Non, il y a vraiment quelque chose sur Bomb Buster. Mais encore une fois, j'ai l'impression que comme Prey Another Day, tu as besoin de la table qui va avec le jeu. T'as besoin. Moi, je te dis, je l'ai joué en débile. On était des démineurs belges, on parlait qu'en belge, enfin avec l'accent. Mais nous aussi, on l'a joué en débile, on a fait n'importe quoi. D'ailleurs, regarde. Alors, non, Michel était à table, il nous a fait perdre la première partie. On a dû recommencer parce que il a vu sa main, il a regardé, il a dit, j'y arriverai pas, et on a recommencé, et du coup. Non, mais enfin. Allez, tiens, pour bon.
Michel, le parler de 10e cette jeu. première partie à Vichy où entre un 7 et un 8, quelqu'un se propose de pointer. Ça n'avait aucun sens. Ah putain, c'était moi ça. Oh là là. Mais bon. Allez, le fil rouge. Et donc Michel, le 10e jeu, si tu devais en mettre un. Alors, j'avoue que j'hésite entre Link City qu'on a évoqué, parce que je trouve qu'en termes de jeu d'association d'idées et tout ce qu'il représente au-delà de ça, c'est quand même un excellent jeu. Mais je ne comprends pas le côté peut-être un peu jeu mal aimé qu'est Tower Up. Ok. Qui pour moi, en jeu grand public, donc profilé casu, famille, est un jeu qui fait vraiment, vraiment bien le taf. Les règles sont faciles. C'est un jeu de plateau avec une belle présence, la verticalité, enfin ce genre de choses. Ça peut jouer de façon très agressive, comme ça peut jouer très, très... façon échec. Famille. Ouais, Échec, ouais, en même temps, il y a une petite... Je trouve que c'est aussi un jeu qui offre une petite nostalgie, un lien entre peut-être des générations de joueurs, ceux qui ont connu des Manhattan. C'est ce que j'allais dire. Avec Hôtel, construis ton destin. Voilà, ceux qui ont connu Hôtel, enfin ce genre de choses. Et j'avoue qu'au début, j'y croyais pas trop. J'ai testé la version géante à Vichy. Je déteste tester les jeux en version géante parce que je trouve que la manip, machin. Et puis, je pense qu'on a 23-24 parties du jeu normal. Et chaque fois, je prends une vraie forme de plaisir avec des parties très très tendues qui se jouent à un point quand on le joue en apéro avant des gros jeux experts avec mes copains du jeudi. Et des parties beaucoup plus distendu et soft quand je l'ai testé avec quand je l'ai joué avec des joueurs plus familiers. Plus aguerris. Ouais. Non, moi justement. Moins aguerris dans ce cas-là, mais avec les aguerris très tendus. C'est quasi jeu abstrait en fait, avec des joueurs experts. Oui, où tu appliques toutes les règles c'est les règles de placement, tu vas calculer. Totalement. C'est ça, calculatoire. Avec un scoring couleur, machin, forme et ce genre de choses. Non, mais ouais, carrément. Et je trouve que le jeu, alors, a un petit côté vieillot par certains aspects, enfin, jeu à l'ancienne. Mais j'avoue que c'est ce qui me plaît dans le jeu à l'ancienne. Ouais, mais c'est aussi vintage. Une forme d'efficacité un peu minimaliste comme ça. Mais ok. Moi, je sais ce que Ben pense du jeu. Moi, j'avoue que ça a été une découverte avec Romain. Et en toute franchise, on y joue beaucoup, nous. Et à chaque fois, je l'ai fait tester à beaucoup de monde. Ça marche du tonnerre de Dieu. C'est un très bon jeu. T'as fait combien de parties, Ben? Une. Voilà. Allez, t'es pas légitime. Ça suffit. En avant. Non, mais enfin bon. Non, mais je veux dire, voilà, c'est pas mon délire, mais je vais pas m'apesantir effectivement parce que j'ai pas suffisamment de parties. Je crois que moi, je suis pas du tout client du côté vintage. C'est effectivement, c'est. Mais moi, je trouve pas ça spécialement vintage. Ça accroche. Ça rappelle ces vieux jeux avec du plastique partout. En fait, c'est effectivement, c'est un jeu abstrait avec une thématique par-dessus, quoi, avec des dessins. Et je crois que ça m'a pas du tout amusé. Ça t'a pas parlé? Vraiment, pas du tout. Je suis passé à autre chose. Allez, seconde d'après. Je vais rajouter le mien, du coup. Je rajoute le mien en numéro 10. Bien sûr. Pour moi, c'est le jeu qui aurait dû être dedans. Je pense que c'est celui qui fera le plus parler de lui, comme quoi il y est pas. C'est The Gang, en fait. Ah, mais voilà. Alors, je voulais en parler. Tout à fait. Et pour moi, The Gang avait totalement sa place parce qu'il est, en fait... Alors, son titre, c'est du poker coopératif. Je suis pas du tout d'accord sur le côté poker, mais ça, c'est un avis personnel. Mais je pense réellement que ce jeu avait à 100% sa place dans la sélection parce qu'il est tout simplement évident, en fait. Il est aussi évident pour moi qu'il soit dedans que Captain Flip devait être dans la sélection, en fait. Pour moi, The Gang, je voyais pas s'il était initié ou famille, ou As-d'or jeu de l'année, si tu préfères. Mais pour moi, The Gang devait être dedans parce que c'est instantané. À chaque fois que j'ai sorti la boîte de The Gang, je la sortais de plus en plus tard dans la soirée parce que je sais qu'après, je ne la range pas et on ne joue plus qu'à ça, en fait. Et c'est fou, en fait. Ça marche à chaque fois. Alors, il faut un certain nombre de joueurs autour de la table. Si t'es que 3, c'est même pas la peine. Il faut être 4, il faut même être 5, 6. Il y en a même qui font des versions pimpées à 7, 8 et ainsi de suite. Mais The Gang, ça fonctionne jusqu'au moment où... alors, c'est peut-être mon côté alpha encore qui parle, mais jusqu'au moment où tout le monde parle le même langage. Pour moi, c'est un jeu de communication, The Gang. Et quand tout le monde parle la même langue, le jeu est presque trop facile à ce moment-là et il roule tout seul, en fait.
Parce qu'on a la même manière de parler, de deviner ce qu'il y a dans la main des autres et tout, quoi. Mais The Gang, ça me paraissait hyper logique qu'il y soit. C'est une belle proposition. Voilà. Hein. Moi, je suis assez d'accord. Hein. Je trouve que la proposition aurait mérité. Tu vois, ça m'aurait pas du tout choqué qu'ils prennent la place d'un Odin. J'aurais trouvé ça même tout à fait juste. Ouais. Et par contre, est-ce que le jeu est vraiment chouette et tout ça ? Est-ce que je suis gros fan ? Vraiment pas trop. Je suis moyennement client. Je trouve que c'est chouette. J'en ai fait quelques parties aussi, mais ça, au final, j'ai pas du tout l'envie d'y retourner, de boucler dessus comme un sac, quoi. Donc je sais pas trop pourquoi ça a aussi bien fonctionné. Parce que je sais pas si ça a aussi bien fonctionné que ça. C'est-à-dire que moi, franchement, je l'ai fait tester à beaucoup de monde aussi. Je l'ai acheté parce que il y avait tout l'engouement autour de ça. Toutes les tables à qui je l'ai présenté, ça a été un pchit, mais alors... Le problème n'est pas le mec qui présente le jeu dans ces cas-là. Peut-être, mais je pense que la majorité des gens à qui je l'ai présenté ne jouaient pas au poker. Ouais. Oui, alors ça c'est un problème. Ça, c'est un problème. La différence entre une paire et un brelan. Oui, mais enfin bon, mais t'as besoin... Sur les 4-5 premières parties, il faut que tu travailles. T'as besoin de boucler. Et ça les empêchait pas de continuer à boucler. Ouais, mais moi j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit à la fin, c'est pas mal, mais bon, franchement, j'ai pas. Moi, à la limite, c'était moi le plus enthousiaste autour de la table pour jouer à ce jeu. Mais j'ai eu beaucoup de gens qui ont pas du tout accroché. Je suis pas sûr que ce soit un jeu très grand public pour moi. Je suis pas sûr que je le mettrais dans le As d'or jeu de l'année. Je le mettrais. Ouais, c'est pas faux. Ah ouais ? Mais jamais As d'or jeu de l'année. Ah ouais, pourquoi à ce point-là ? Ah ben pour deux raisons. D'une part, parce que c'est un jeu qui présuppose déjà des acquis ludiques. Ouais. Donc. Moyen d'accord, Michel. Romain, ce que disait Romain, c'est quand même assez juste. C'est-à-dire que les gars qui n'ont jamais joué au poker, qui font pas la différence entre une paire et un brelan, il suffit de faire 3-4 parties avec eux et t'arrives à dialoguer, quoi, je veux dire. Oui. La première, tu la joues main ouverte, et il pige tout de suite qu'une quinte flush, ça n'arrive jamais, quoi. Si tu joues une partie main ouverte, tu inities les gens, donc c'est déjà de l'initié pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Tu inities les gens, c'est de l'initié. Hop, tu n'es pas dans cette partie, tu es à l'As d'or ici. Donc c'est-à-dire que mamie débarque à la FNOUC, achète la boîte, rentre à la maison parce que les petits-enfants arrivent pour le goûter, ouais. Pour le goûter, et ils vont vouloir jouer. Et il va y avoir un grand vide. Alors, l'autre élément qui me perturbe, c'est qu'est-ce que tu achètes ? 52 cartes, tu vois ? Je suis d'accord. Ça, complet. Ça, non. N'importe quoi. Mais t'aurais eu une édition très sexy ou j'en sais rien. En fait, ils se sont arrêtés à la boîte. Ils ont fait la boîte ultra pimpée, machin tout. T'ouvres la boîte, c'est un vieux jeu de 52 cartes pété avec 3 jetons. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que pour du grand public, donc de nouveau dans un contexte As d'or, label destiné à aller vers les familles et le casu, bah tu dis aux gens, regardez, le meilleur jeu de l'année, c'est une boîte de... c'est 52 cartes. Voilà, alors, avec les règles du poker, mais on dit que c'est pas du poker parce que machin, enfin... Et je trouve ça très très complexe. Et puis là, je rejoins, alors d'une certaine façon, Philippe. J'ai testé des tables incroyables, des tables catastrophiques. Mais il faut que ça prenne, ouais. Et le point commun n'était pas le fait d'être joueur ou pas joueur de poker. Le point commun était l'homogénéité de l'intention autour du jeu. Ouais. Voilà. Et donc, c'est très, très joueur dépendant. Joueur dépendant, ouais. Parce que, et je pense, alors moi je ne l'ai pas vécu, mais je peux très bien imaginer des tables où tu as des gens qui s'y connaissent mieux ou qui ont une autre perception du jeu, qui soient très frustrés de voir que les autres sont nuls en fait. N'importe quoi. Oui, Ce qui me fâche, moi, The Gang, c'est d'avoir une Superman poker et de rien en faire. Ouais. Ça, c'est le truc qui me frustre le plus. Ouais, ils ont enlevé le bluff parce que tu peux pas avoir de bluff en coop. Et le fait qu'il y ait plus de bluff, t'as pas le droit d'employer le mot poker si t'enlèves le bluff, en fait. Et même si tu mets le mot coopératif, ça marche pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vends pas une pizza à un Italien
si la base de ma pizza, je la fais avec une galette au maïs, tu vois. Je pense que l'italien, est-ce que il tu me la vend deux, vends quoi. s'il y a de l'ananas dessus? C'est ça la vraie question. C'est ça. S'il y a de l'ananas sur The Gang, peut-être que j'appelle ça du poker. Non, je sais pas, mais ça peut pas être du poker pour moi. Et puis, c'est surtout que le fondement du jeu, c'est que c'est un jeu de communication. Le but, ça va être qu'on communique ensemble et qu'on y arrive. Et pour moi, c'est ça The Gang, en fait. Mais je pense qu'il avait sa place de par le fait que, contrairement à ce que tu dis, Michel, pour moi, il est instantané quand même. Instantanément, on sait y jouer, en fait. Parce que même si une partie des gens savent pas la différence entre une paire et un brelan, il y a beaucoup de monde qui connaît la différence entre les deux, quoi. Mais au-delà de ça, savoir évaluer sa main, parce que tu n'as pas obligatoirement par rapport aux autres, etc. Tu vas l'apprendre au fur et à mesure. Ouais, mais c'est pas aussi simple que ça. Et je pense qu'il y a mais là, beaucoup tu de me gens. parles de l'arrivée, moi je te parle du voyage. C'est le voyage qui est intéressant dans The Gang. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce. Pour l'avoir testé, il y a des gens, ils voyagent pas, tu vois, ils prennent un jeton et puis ils vont avoir un 3, puis on va leur prendre le 3, ils vont prendre un 1. Il y a des moments où tu te dis, bon, bah, ok. Il y a des gens, ils voyagent pas. Petite anecdote. C'est pas passionnant, quoi. Petite anecdote à propos de voyage. Donc, une table où on joue à The Gang et il se passe rien, mais vraiment rien. Les gens s'ennuient. Et donc, je leur propose après Surfosaurus Max. Et ils s'éclatent comme des fous. T'as vu? Et il était pas là quand ça a coupé et que vous parliez de dinosaures et de surf. Oh là là, les dinosaures, bien sûr. Il n'y a rien de mieux qu'un dinosaure sur un surf. C'est tellement bien, c'est tellement génial. Oh là là, c'est il aurait pu être sélectionné lui aussi. Alors, attention, Surfo, là, il y a une vraie barrière à l'entrée. Et là, je suis encore plus de cet avis-là que sur The Gang. Mais tu c'est que The Gang, tu construis un langage en commun avec le reste de la table. Surfo, ça joue les uns contre les autres quand même, donc peut-être pas ton pote. Non, mais je le mets pas en as d'or non plus. Hein, oui. Mais fondamentalement, on a des gens qui sont prêts à découvrir, qui ont une vague connaissance du poker, qui ne le sont pas. The Gang, ils n'arrivent pas à s'auto-évaluer, ils voient pas, et donc ça se traîne un peu, le voyage. Il y a de la frustration, quoi. Il n'est pas naturel, et donc il génère de la frustration. Ouais. Sur Surfosaurus, il y a des coups de merde, ils se trahissent, on pensait que machin gagnait et tout, et ça crée quelque chose. Voilà. Et c'est là que je dis que The Gang est quand même très... ce qui n'enlève rien aux qualités du jeu, hein, mais... Non, mais il n'y a pas de souci. Après, c'est pas mon jeu, je m'en fous, mais... À certains types de publics, et à certaines cohérences de groupe, voilà. Et c'est aussi ça la richesse du jeu, hein, c'est qu'un jeu, c'est un tout, c'est un système, hein, donc tant mieux. Au final, on a quand même un truc, on a quand même une sélection cohérente. Si on va au bout du truc, bien sûr, on a quand même une sélection très cohérente. Je trouve que ils vont vraiment dans le bon sens. Que ce soit dans la cérémonie, j'ai l'impression dans le festival aussi, on va voir cette année avec les passes, les auteurs qui sont pas là le dimanche. Hein. Ça fait partie des trucs. Par exemple, le dimanche, les auteurs ont plus accès. Donc, on verra ce que ça va donner. Écoute, après, maintenant, il faut y être pour voir ce que ça fait. Le dimanche, on n'y allait jamais vraiment. Le dimanche, généralement, on s'en va. Ouais, le dimanche, tu vas dire au revoir à tes potes. Quoi. Oui. Non, mais bon, voilà. Mais bon, après, par contre, effectivement, moi, j'ai hâte de voir quand même un petit peu le format. J'ai hâte de voir un peu la terrasse. J'ai hâte de voir l'espace qui est proposé par la SNCF et à quel point, on arrive à faire des trucs. Le labyrinthe là qui était mentionné là, ça a l'air rigolo aussi. Et donc, j'ai hâte de voir un petit peu la gueule du festoche et ce qu'on va pouvoir en faire. Après. Encore plus que d'autres années. Moi, j'y vais pas pour les sorties, quoi. Putain, il y a rien pour nous, quoi. On a tout vu à SN. Non, mais ça, on le sait. Bien sûr. T'as vu ce que tu compares. Bah ouais, mais je sais pas, tu vois, c'est pas comparable. Bah, je sais pas. J'ai quand même la petite lueur d'espoir où je me dis, allez, il y aura un petit truc. Ça nous empêche pas de faire 2 heures de live. On va tester le jeu qu'on connaît pas, ça va être des découvertes comme ça. Et puis, on aura c'est pas à l'abri d'un nouveau jeu chez un éditeur qu'on n'avait pas vu et que. On va faire du Lynx en français. On va faire du quoi? Du Lynx en français. Ah ouais, Lynx en français. Oui, il y a Lynx, il y a du bricolage Aide, il y a plein de choses quand même. Bon, ok. Écoute, est-ce que Michel, tu seras là à Cannes ou pas? Pas du tout. C'est Michel. Michel, il sera en train de réparer sa connexion Internet. Michel, invité. Michel. J'espérais pouvoir venir et tout, mais je ne trouve pas de
de production ou d'émission qui aurait envie d'un sujet et tout. Donc il y a un moment. Moi, je connais un podcast qui veut bien de toi, si tu veux, mais on paye pas cher. Hein. On paye pas cher. Et à partir de Bruxelles, je peux te fournir un lean samedi soir maximum. Ouais, c'est long. Bruxelles, c'est chaud. Tu es obligé d'y aller en avion et tout. C'est l'enfer, quoi. Donc c'est vraiment chaud. Et l'année prochaine, il y aura des trains. Donc tu prendras ton. Parce qu'ils viennent de sortir des Ouigo à 10 balles, Bruxelles-Paris. Voilà. Tu arriveras à Paris et je te logerai royalement. Et le lendemain, on prendra le train de nuit Paris-Cannes ensemble, si tu veux, SNCF, avec le wagon-jeu et tout. Tu es en train de nous dire que tu quittes les voituriers ludiques, là. Là, je deviens le cheminot ludique, mon pote. Tu crois quoi Ça fait plaisir, putain. Vas-y, on fait ça. Prochaine émission dans le train, en direct. La prochaine dans le train. Allez. C'est parti. Mais alors, petit parallèle, de nouveau avec la littérature, il y a un salon qui a le fameux train du cholestérol. Donc, c'est un salon dans le sud. Et à Paris, tous les auteurs embarquent et ça bouffe pendant tout le voyage et ça discute littérature pendant tout le voyage. Les gens sortent complètement cuits. Oh, c'est la grande affaire. Le train du cholestérol ludique, quoi. Allez, c'est parti. Ouais, le train du cholestérol ludique, ce serait à proposer. Avec plaisir. Alors là, un train de nuit ludique comme ça pour Cannes. Moi, c'est les deux trucs que j'aime dans la vie, la nourriture et les jeux. Alors on peut y aller. C'est parti. T'aimes la bière aussi. Allez, tout ce qui se mange et tout ce qui se boit, effectivement. Allez, vendu. Écoute. Voilà, on arrive au bout de cette émission quand même, de cette discussion. Écoute, 2 heures, on est plutôt pas mal. On n'avait pas prévu de faire si long à la base. Ah bon? Mais on avait dit une heure. Ouais, mais bon, c'était si on jouait après et tout. Là, on joue pas après. Ça va, c'est chill. C'est chill. Mais ouais, en tout cas, bien. Merci. Très sympa, messieurs. Merci beaucoup. Cool, hein. Ouais. Et cool. Merci à tous les qui ont au chat. Merci au chat. Ouais, 37 personnes jusqu'à la fin, Mazette. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous de nous suivre. On proposera l'émission en podcast. Ah ouais? On va faire ça rapidement. Okay. On va en mettre en podcast comme ça. On fait comme tout le monde. On fait des podcasts de 3 heures où on discute. C'est ce qui marche. Ok. Et puis voilà. Et on vous retrouve à Cannes pour ceux qui viennent. N'hésitez pas. Grave. Ah ouais. Alors si vous nous trouvez, vient avec une grosse boîte. Ouais. Si à Cannes, je crois que je vais faire ça. Je vais poster. Non. Philippe, il n'aime pas qu'on accueille des gens. Ça fait chier. Et du coup, si un jour à Cannes, je posterai sur la communauté, je mettrai un petit message, je mettrai les 15 premiers qui me trouvent font une partie de Blood en plein milieu du salon, improvisé total. Et du coup, je me cacherai quelque part. Et les 15 premiers mecs qui me trouvent, on fera une partie de Blood là où je me serais mis. Vas-y, c'est parti. On part là-dessus. Et si on te chauffe, on ramène les jeux de pli de l'année et on fait l'As d'or jeu de pli. Tiens, en plus, on n'a qu'à se motiver à ça. Catégorie, c'est parti. Voilà, comme ça on leur explique ce que ça veut dire. Mais voilà, écoutez, allez, rendez-vous dans un mois. Ouais, dans un mois on se voit à Cannes. Et puis, bisous à tous alors. Et puis d'ici là... Yes. D'ici là, jouer, tout simplement. D'ici là, bonne soirée. Jouez bien, surtout. Nous, on joue demain. Voilà. Il était persuadé de faire une Michel et que ça allait couper. C'est parfait. Allez, et bisous à tous. Alors, à un de ces 4, on se voit à Cannes. Ciao. Salut. Ciao. Allez.